selon l'INSEE, 2,2, voire un peu plus peut-être, personnes seniors pour un jeune à l'horizon 2050. C'est-à-dire plus de 2 seniors pour un jeune. C'est un chiffre quand même inquiétant. Qui va faire fonctionner l'économie? Toutes ces personnes dont nous ferons partie, peut-être, certains d'entre nous, je l'espère, en tous les cas, eh bien, il faudra s'en occuper. Nous vieillirons, j'espère, mais nous travaillerons plus tard aussi. Donc, il y a toute une économie aussi à penser et d'accompagnement de la personne qui est à penser. Il n'en demeure pas moins que nous aurons très peu de jeunes. Une croissance démographique aussi qui est portée non pas par le solde naturel, mais par le solde migratoire. Nous l'avons souvent dit, et cela fait débat aujourd'hui. Ces migrations extra-insulaires ne proviennent pas, comme on l'entend dire, de manière récurrente, de manière massive, d'Afrique du Nord ou d'autres points de Méditerranée, mais du continent européen et de France continentale en particulier. Cela conduit à des pressions, notamment sur le foncier, sur l'immobilier, conduit aussi à de la croissance économique, indiscutablement, avec de l'augmentation de l'économie de services, de ce qu'on appelle l'économie résidentielle, mais des tensions fortes aussi sur le marché du travail. Enfin, sur le plan technologique, puisque vous savez que le progrès technologique est un des moteurs de la croissance économique de long terme, il y aura à cet horizon-là, comme nous le disent les experts, d'abord des mécanismes de robotisation de plus en plus importants, des mécanismes aussi d'automatisation, le développement de l'intelligence artificielle, donc des technologies qui, pour le coup, si elles sont maîtrisées, doivent nous permettre de combler certaines lacunes en matière d'organisation, en matière de travail aussi. Donc il faut bien les avoir en tête. Nous permettront aussi, si nous les maîtrisons, de nous adapter au changement climatique, mais également de nous mouvoir avec des transports, par exemple, qui seront plus durables. Enfin, la situation et le contexte géopolitique que j'évoquais ce matin, qui est prégnant aujourd'hui, on en parle beaucoup. J'espère que dans 5 ans, peut-être que c'est un cycle, que dans 5 ans, on n'en parlera plus de toutes ces tensions internationales. Rien n'est moins sûr. On aura très certainement une augmentation de ces tensions et une hausse conséquente des préoccupations sécuritaires. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le point sur quelques données chiffrées, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, la température, le climat, je me suis déjà exprimée là-dessus, donc on aura une augmentation qui peut aller jusqu'à plus de 2,7 degrés. Ce sont les chiffres des bases de données de Météo France et des simulations des trajectoires en matière d'adaptation au changement climatique. La démographie, l'INSEE donne 6 scénarios, vous pouvez c'est l'INSEE qui les a produits avec le modèle ONFAL. Il y a 6 scénarios au total en matière de démographie. L'hypothèse la plus basse, c'est une Corse à 325 000 habitants, moins que maintenant. Il est pratiquement improbable. Voilà, il n'y aura probablement pas de diminution de la population. Et au maximum, 420 000. Donc on a une asymptote à 420 000, 418 000 avec des modèles très sophistiqués qui tiennent à des variables que vous connaissez, les soldes migratoires, le solde naturel, le niveau de fécondité, qui est très bas déjà. Nous sommes à 1,2 enfants par femme, ce qui est déjà dans des moyennes très très basses. Je vous rappelle que si on descend en dessous de 1, ça veut dire qu'il n'y a plus de renouvellement de la génération. Donc la démographie qui va peser avec ce chiffre que j'évoquais tout à l'heure d'un ratio senior-junior très élevé, et des conséquences, la première, c'est la première variable économique, je dirais, tangible et traçable. Un premier marqueur, c'est le prix de l'immobilier et du foncier. Julien Paolini nous en a souvent parlé. Nous sommes aujourd'hui à 3,400 € par mètre carré pour les appartements et 4 000 € par mètre carré pour une maison en 2024. Donc il y a 2 ans, 1 an. C'est déjà beaucoup, c'est une moyenne, mais surtout,
le volume des ventes pour les appartements et pour les maisons a doublé entre 2010 et 2022. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'on a une pression très forte sur ce marché-là. Et ça concerne non seulement les résidents, les Corses en premier chef, tous ceux qui vivent ici, mais aussi le foncier et l'immobilier d'entreprise, bien évidemment. Quelques cartes, mais c'est bien trop petit pour que vous y voyez vraiment clair. Voilà des cartes qui sont celles, en fait, de Météo France. Elles sont disponibles sur la plateforme de la DRIAS, la plateforme DRIAS plus exactement. Ces cartes nous montrent qu'en 2050, donc, on a un écart de température moyenne annuelle qui s'élève, qui est de l'ordre de 2%, un peu plus de 2%. Voilà, et en certains endroits même plus. Je ne regarde même pas le 2100 pour ne pas m'inquiéter outre mesure. Concomitamment et en parallèle, on peut observer aussi les écarts relatifs de cumul de précipitations annuelles. Comme vous pouvez le constater, lorsque c'est bleu, nous sommes dans des écarts moindres, donc il y a de l'eau, je dirais, il y a des précipitations annuelles. Lorsqu'on va vers des couleurs plus orangées, c'est un déficit évidemment de précipitations. Donc vous voyez que 2100, c'est vraiment pas réjouissant, mais je n'ose même pas me projeter à cet horizon-là. Donc, dernière slide rapide. Voilà sur les pressions immobilières et foncières aujourd'hui. Ce n'est pas de la projection, ce sont des cartes à la fois du CEREMA, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et la troisième, en partant de la gauche vers la droite, de l'AUE. La première, ce sont les prix de vente, voilà, pour les logements. Et le prix et le nombre également de ventes, puisque vous avez des cercles. Ensuite, vous avez les loyers, le niveau des loyers au mètre carré. Et la troisième carte vous donne les revenus globaux issus des meublés du tourisme. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, ces cartes n'étaient pas disponibles. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'avec l'open data, les grosses bases de données, notamment à l'ATC, nous avions dans RDNA, les cartes, les bases de données d'Airbnb et d'Abritel, on arrive à récupérer toute l'information, notamment sur les meublés de tourisme. Donc nous avons aujourd'hui, on le voit bien, avec 3 indicateurs très simples, des niveaux de pression quand même très élevés en certains points du littoral, avec des différences notables, vous le voyez bien. Alors, au-delà de ces constats, nous nous sommes posé des questions. Il y a plusieurs questions qui se posent, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Encore une fois, c'est de la prospective. En termes géopolitiques, d'abord, est-ce que nous aurons une polarisation accentuée à l'échelle mondiale? Il semblerait que oui. Aujourd'hui, on a un retour, entre guillemets, des empires. Vous le savez, des logiques impérialistes, une polarisation et des fractures très très fortes, on le voit au quotidien, il suffit d'allumer notre téléviseur ou de regarder notre smartphone, mais cela surtout nous fait poser la question de savoir est-ce que ça va se passer en Méditerranée? Parce que si ça se passe en Méditerranée, il y aura des conséquences inévitables pour la Corse, inévitables. À la fois en termes d'intensification des enjeux de sécurité maritime, ça, un expert nous l'a bien expliqué, et en matière de renforcement de l'intérêt géostratégique pour la Corse, comme pour la Sardaigne d'ailleurs, pour la Madeleine, pour la Sicile aussi. Au niveau migratoire, la question qu'on s'est posée, certains l'ont posée clairement dans le laboratoire de prospective, est-ce que nous allons avoir des migrants climatiques? Bon, je ne pense pas que les migrants climatiques arrivent dans une île où il fait encore et de plus en plus chaud. Donc, et les spécialistes du plan bleu nous ont expliqué que nous ne sommes pas sur les routes migratoires. Et vous le voyez bien, nous ne sommes pas Lampedusa, nous ne sommes pas non plus les îles grecques, nous ne sommes pas sur les routes migratoires. Mais c'est une question qui reste posée. Aujourd'hui, les migrations, je le répète, elles viennent plutôt du nord. Concernant l'économie,
question très simple, si la température augmente, que vont faire les touristes? Est-ce que la saison est la même? Avec 2 degrés de plus, juillet, août. Donc, il y a une question qu'on se pose avec les socioprofessionnels du tourisme. Est-ce qu'il va falloir modifier notre offre touristique parce que les comportements touristiques vont changer? Est-ce que nous allons vers une diversification de notre économie qui, je vous le rappelle, est quasiment dépendante, quoi qu'on dise, du tourisme? Lorsqu'on a une valeur ajoutée de l'ordre de 30% du PIB, une consommation touristique de plus de 3 milliards, presque 4 milliards, ça veut dire donc 39% du PIB, on est en spécialisation touristique, bien qu'il existe quelques secteurs connexes, mais qui sont eux aussi tirés par le tourisme. Et on a les discussions là avec le BTP, on a des discussions avec les producteurs agricoles, et la question qui se pose aussi, est-ce que nous aurons de nouveaux systèmes de transport dans 25 ans? Un expert nous a parlé des drones, notamment, des drones pour l'intérieur. Voilà, ça existe. Hein. Je vous signale qu'Amazon livre avec, sans faire de publicité, livre avec des drones en certains points du globe, bien sûr. Est-ce que nous aurons des mobilités durables que va nous permettre de faire l'intelligence artificielle? Nous avons eu une très belle conférence à ce sujet. Et surtout, du point de vue, allons-nous abandonner les énergies fossiles? Peut-être d'ailleurs que nous ne pourrons plus en acheter. Et est-ce que finalement, nous n'allons pas être obligés à de la frugalité énergétique, non seulement passer à des énergies renouvelables, mais surtout diminuer tout simplement notre consommation énergétique? Je rappelle que l'énergie, c'est l'oxygène de la dynamique économique. Il n'y a pas un système économique qui fonctionne sans énergie, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, qu'elle soit fossile ou qu'elle soit renouvelable, quelle qu'elle soit. Alors, pour aller au-delà du diagnostic, je ne refais pas ces étapes, vous les connaissez. Nous avons créé un socle prospectif qui vous a été présenté en détail au mois de d'octobre, pardon. Nous avons aussi consulté le CESEC et l'Assemblée Adi-Adiouentou, avec des visions d'ailleurs convergentes, mais quand même différenciées sur la probabilité d'occurrence des événements. On voit la différence générationnelle dans l'appréhension du futur. Et puis, pour chacune des 24 variables que nous avons retenues, les 24 thématiques de ces 5 enjeux principaux, nous avons élaboré 4 hypothèses. Vous comprenez bien que 5 enjeux, 24 variables, 3 ou 4 hypothèses, les combinaisons possibles sont multiples. Il y a, faites vite, des calculs combinatoires. Il peut y avoir des milliers de scénarios possibles, bien sûr. Alors, de tout cela, nous avons extrait 4 scénarios possibles par la confrontation de nos opinions avec celles des experts, celles des corps constitués. Ces 4 scénarios possibles, encore une fois, je ne vous prédis pas le futur cet après-midi, ce sont des scénarios contrastés, qui ne sont pas figés, qui sont en évolution possible, et surtout, ils ne sont pas prescriptifs, ils ne disent pas ce qu'il faut faire. Il n'y a pas encore l'ordonnance, voilà, on n'en est pas là, pas du tout. Mais ils vont nous aider à réfléchir lorsque nous prendrons des décisions tous ensemble. Alors, ces 4 scénarios sur lesquels nous avons convergé sont les suivants. Je dirais que du moins pire, si j'ose dire, au plus favorable, au plus acceptable, nous allons du scénario 1, qui est une croissance non durable, avec des tensions, donc il y a quand même de la croissance, mais elle n'est pas très soutenable, vous allez voir pourquoi, avec des tensions, des phénomènes de repli. Le deuxième scénario est celui d'une croissance appauvrissante, j'avais déjà employé ce terme, c'est-à-dire une croissance avec des effets pervers en termes environnementaux, en termes sociaux, avec des adaptations quand même qui sont réalisées, mais elles sont subies. On cherche à s'adapter aux réglementations existantes sans aller plus loin.
Le troisième scénario, c'est un repositionnement stratégique où on va identifier un ou deux secteurs d'activité nouveaux qui vont tirer la croissance globale, mais ce scénario, vous allez le voir, est polarisé. Il crée quand même des inégalités. Le quatrième, c'est le scénario le plus favorable, où les compétences, l'innovation, le capital humain et l'intelligence, et pas qu'artificielle, réelle, j'espère, se mettront au service d'un développement territorial durable. Concernant le premier scénario, il s'agit d'un scénario, alors c'est un peu petit, un scénario de cumul de contraintes maximales. Bon, c'est un scénario qui est peu probable, j'espère. C'est un scénario où on a en fait retenu toutes les pires hypothèses, les pires. Donc, il y a à la fois la question climatique, la démographie, mais qui est pour le coup très basse, à 325 000, le vieillissement de la population, une dégradation des conditions de vie, l'augmentation de la pauvreté, le déclin agricole, bref, je m'arrête là, tout est listé dans les documents qui vous ont été transmis. Ce cumul de contraintes fait que nous avons de plus des marges de manœuvre politiques qui sont, du point de vue des institutions et des décideurs locaux, qui sont très faibles, notamment aussi en matière de fiscalité. Dans ces conditions-là, s'il n'y a pas d'activité, vous ne risquez pas de faire de la fiscalité, du rendement fiscal. Si vous n'avez pas de rendement fiscal, vous ne pouvez pas forcément investir. Donc, nous sommes dans une logique qui va conduire à des tensions, à des phénomènes de repli, y compris d'ailleurs sur le plan international. C'est un cas archétypal. Voilà, c'est vraiment justement pour pouvoir comparer les autres scénarios. Le deuxième scénario, c'est un scénario de croissance appauvrissante. La Corse ne s'effondre pas en Kasaï, j'ai envie de dire. Elle ne s'effondre pas parce qu'il y a de la croissance démographique et parce qu'il y a de la croissance économique et des pouvoirs publics en capacité de développer des capacités d'adaptation. Mais ce scénario-là, quand même, génère des effets pervers. Il y a une dégradation du climat, il y a une militarisation de la Corse parce que nous sommes en tension sur le plan international. Il y a de la croissance économique tirée par le tourisme avec des impacts environnementaux aussi, en plus du changement climatique, et des effets pervers sur le plan sociétal parce que les inégalités de revenus sont très fortes, de la pression foncière liée au tourisme, une crise du logement et une saturation des infrastructures. Donc, ça fait quand même beaucoup, même si à la croissance portée par le solde migratoire d'une part et le tourisme, qui est quand même un des moteurs, la pauvreté augmente, les talents, c'est-à-dire les jeunes talentueux, partent, et il y a aussi, sur le plan identitaire, un problème d'uniformisation culturelle qui, pour moi, pose problème. Peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas, à nous a posé problème, et ça ne venait pas, je dirais, comme idée au sein du laboratoire que de la majorité territoriale. Donc, nous sommes là dans un scénario qui peut très bien arriver au regard de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est une variante du premier, en moins pire, si j'ose dire, mais qui peut être tout à fait avec un niveau d'occurrence tout à fait plausible, si rien ne se passe. Donc, attention à ce scénario. Le troisième, comme je l'ai dit tout à l'heure, se caractérise toujours par une croissance démographique, mais avec une politique, le président le disait tout à l'heure, une politique non seulement d'intégration avec un projet politique, culturel, un projet de société fort, avec une bifurcation économique, cela dit, à savoir qu'on sort du tout-tourisme, ou presque, et nous nous orientons vers 2-3 secteurs supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tourisme, hein, qu'on soit bien au clair. Il y a un tourisme qui se repositionne sur des niches, associé à 2 ou 3 secteurs qui sont des secteurs moteurs, notamment en matière d'industrie culturelle et créative, notamment en matière de numérique.
Dans ce scénario-là, vous allez me dire, mais alors celui-là, c'est pas mal, il y a une transition numérique et sociale, sauf que si on y prend garde, on a un mécanisme de polarisation sur le territoire. À savoir qu'il y a un proverbe corse qui dit « l'acqua va au mar ». Si vous ne faites rien, en fait, la richesse va là où il y a déjà de la richesse, là où il y a des services, là où il y a des cinémas ouverts, là où il y a des écoles. Et donc, vous allez avoir une polarisation du développement sur Ajaccio et Bastia, qui vont devenir des métropoles avec à l'échelle de la Corse, hein, bien sûr. Voilà, j'ai pas dit des mégalopoles. Donc, avec de la périurbanisation qu'on connaît déjà, et cela va se renforcer. Et même si on protège des terres agricoles, il n'en demeure pas moins que notre territoire va être très polarisé. La polarisation peut aussi s'exprimer sur un plan social, parce que ceux qui seront dans le tourisme et dans ces nouveaux secteurs auront des niveaux de revenus assez élevés, les autres non. Et donc, la question de la répartition de la richesse risque de se poser avec acuité. On risque d'avoir une Corse avec à deux vitesses, à la fois la fracture urbain-rural accentuée et aussi des disparités donc sociales. Si l'on y prend garde. Le quatrième scénario, c'est le scénario du développement territorial durable. Le climat, il ne faut pas se leurrer. Le climat, on ne maîtrise pas. Il pourrait y avoir des améliorations climatiques si tout le monde fait ce qu'il faut au niveau mondial, parce que ça ne dépend pas de nous, si tout le monde fait ce qu'il faut au moment où on se parle pour les 100 années à venir. Ça veut dire que dans les 25 ans, on n'y coupe pas. Il y a augmentation de la température. Tout ce que j'ai décrit sur le plan, la box, la boîte, climat, biodiversité, ça va arriver. Voilà, il n'y a pas besoin là-dessus de fantasmer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, mais ça va changer plus tard. Et encore une fois, si tout le monde, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la Russie, pardon, font ce qu'il faut et respectent les accords globaux, ce n'est pas le cas. Ça, ce n'est pas le cas. Là, je vous annonce, voilà, je ne vous annonce rien il n'y a pas de scoop là-dessus. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut jouer sur tout le reste. Donc, avoir des politiques d'adaptation au changement climatique, des stratégies de résilience, faire attention aussi au rôle qu'on peut jouer en Méditerranée, à nos ressources en eau, à nos coopérations renforcées, avec une diversification économique, parce que le tourisme, encore une fois, est menacé, en partie par le réchauffement climatique, en tout cas le tourisme tel qu'il est réalisé à l'heure actuelle, et surtout, nous avons une augmentation de la population qui se cantonne à 375 000 habitants. On ne monte pas à 420 000, d'accord? On est à 375 000. Alors, vous allez me dire, ouais, 25 000 en plus, 25 000 en moins. Chez nous, ça change beaucoup de choses. Nous sommes à 360. On passe à 420 000, ça veut dire une ville, c'est Bastia en plus, c'est ça? 60 000 habitants en plus. Eh oui, vous avez une ville en plus. Sachant qu'il y a déjà une ville en plus tous les ans, à cause ou grâce, selon le point de vue que l'on a, à cause du tourisme. Vous faites un ratio, 3 millions de personnes, 10 jours, 8 jours de séjour annuel, vous faites le calcul, on a une ville en plus. On fonctionne comme si on avait déjà une ville en plus. Et là, ça en fait une autre en plus. Donc là, on est sur du 375 000 habitants avec un solde migratoire modéré, mais surtout la capacité à choisir quand même, à avoir une politique pour les arrivants qui soit différente, avec par exemple une action forte sur la diaspora, avec des jeunes talents formés ou qui reviennent ou qui sont ici et que nous conservons, une économie qui est fondée sur la connaissance, la diversification économique et qui permet de limiter les inégalités. Je n'ai pas beaucoup parlé de la santé humaine dans tous ces scénarios. Il va de soi que dans le scénario 3 et le scénario 4, la question de la santé humaine, évidemment, est abordée en positif.
Nous espérons évidemment un CHU. Dans le premier et dans le 2, il n'y est pas. Voilà. Mais le CHU n'est pas forcément tout l'alpha et l'oméga de la santé humaine. Il y a les politiques contre les addictions, etc., etc. Voilà donc les 4 scénarios, je le répète, polaires auxquels nous sommes arrivés. Encore une fois, il peut y en avoir des milliers de scénarios. Mais au regard de la connaissance que nous avons au moment T, au regard des évolutions qui nous ont été indiquées par les experts du Plan Bleu, les experts en géopolitique, les experts économiques, en matière sociologique également et migratoire, il est clair qu'il y a une convergence d'avis sur ces scénarios-là, sans qu'on sache véritablement lequel peut arriver. En fait, ce qui arrivera, comme je l'ai dit ce matin, c'est aussi un peu lié au choix que nous ferons, et même beaucoup, pas sur le climat forcément, mais sur d'autres leviers, nous avons la main, nous avons la capacité à piloter notre trajectoire. D'autres pays l'ont fait avant nous, des pays qui ont été rayés de la carte. Vous savez, le Japon, terre en plus avec des contraintes sismiques, des tsunamis, des ouragans en permanence. Le Japon a été anéanti par les forces alliées, par les Américains à la Seconde Guerre mondiale. Le Japon, dans les années 60, en 1975-1980, il est en tête d'affiche et il inonde tous les pays européens avec ses produits. Donc, en 25 ans, 40 ans, vous pouvez changer la donne. L'Islande, chère à Guillaume Guidoni, qui la cite souvent, c'est 400 000 habitants, qui a été ruiné avec la crise des subprimes, ruiné, et qui vivent dans des conditions climatiques bien pires que les nôtres. Voilà. Donc, c'est possible il y a un chemin possible, évidemment, avec la volonté politique, et je sais que beaucoup d'entre vous y êtes déjà engagés. Donc, nous avons des trajectoires à éviter, indiscutablement, à en construire des plus vertueuses. Enseignement rapide de ce travail qui n'est pas terminé, qui ne fait que commencer, bien sûr, c'est que le changement climatique et la démographie sont 2 variables majeures, 2 tendances lourdes majeures. Elles vont peser sur les trajectoires à venir. Nous suivons des tendances qui sont méditerranéennes. On a fait la comparaison. Globalement, on est dans les trends méditerranéens, sauf pour les migrations en provenance du Sud. Qu'on soit bien au clair. Dernier renseignement, il est impératif, et je me tourne vers l'exécutif, que nous ayons des bases de données consolidées, non seulement pour faire des négociations politiques, comme il risque d'y en avoir encore dans quelques temps, avec l'État, avec la Commission européenne, mais aussi pour nous, pour pouvoir piloter à un moment donné un engin, quel qu'il soit, il vous faut un tableau de bord. Il vous faut un tableau de bord avec des indicateurs quantitatifs, qualitatifs. Nous avons 30 observatoires et il n'y a pas un bouton sur lequel on puisse appuyer où l'information sorte de manière interopérable et consolidée, intégrée. Voilà, donc la suite de ce travail, c'est de réfléchir, bien évidemment, aux tendances que je vous ai présentées, mais aussi réaliser des analyses approfondies plus sectorielles avec des interactions, par exemple climat-tourisme, si on veut, voilà, sans jamais perdre de vue la globalité du système. Pour la Corse, qui est un système territorial en soi, une île, donc un système territorial, il convient de réfléchir à l'évolution de la globalité du système. Penser tourisme sans penser démographie, sans penser foncier, sans penser agriculture ou climat, ça ne tient pas la route. Enfin, un dernier point, il faut réfléchir au chemin de transition. Comment passe-t-on, si nous sommes sur le scénario 2, potentiellement, nous sommes plutôt sur le scénario 2, comment fait-on pour passer au 3 ou au 4? Et là, il faut qu'on travaille là-dessus, indiscutablement. Je tiens à remercier encore une fois tous les membres du laboratoire de prospective, de tous les groupes de l'Assemblée qui ont participé à ce travail, les experts, bien sûr, les personnalités qualifiées,
Merci à tous, et puis merci Hugo et merci Corinne pour votre travail. Arin Radiabi. Juste une phrase, peut-être. J'ai beaucoup aimé. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé. Ah, écoute. Minimika biukar, moins quoi, oulou, mais on tchadouiche tout le monde. Voilà, la dernière fois, je vous parlais de Louis Pasteur qui disait que le hasard ne favorise que les gens qui anticipent. Cette fois, je termine plus politique parce que maintenant, on passe à la phase vraiment politique. Churchill, prenez le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Il y a toujours des bons mots, Winston Churchill. C'est un bon. Voilà, Arin Radiabi. Il y a eu des rapports, je suis venue présenter, c'est un rapport d'information, mais je l'ai présenté en CDNAT, en commission aussi des affaires et des enjeux sociaux. Voilà, donc on ne va pas lire les rapports parce que globalement c'est ce que j'ai évoqué. Désolée pour ceux qui l'ont entendu 3 fois. Donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions ou des interrogations. Merci. Oui, Muriel Fagne. Gracias, signora Presidente. Alors, comme justement je l'ai souligné en commission, ce document est vraiment appelé à devenir un bien commun, au même titre que le PADUC. Il est un support de réflexion pour nous, les élus actuels, et évidemment pour les élus futurs. Et en commission, justement, je vous avais posé une question simple qui pourrait s'inscrire dans le scénario 4, à savoir la mise en œuvre des politiques préconisées qui permettraient d'envisager une amélioration de la situation sociale et à terme un recul de la pauvreté, puisque évidemment vous avez bénéficié à ce titre de plusieurs éclairages d'experts qui ont travaillé sur ce sujet. Alors avec Corsica Prospettive 2050, vous nous proposez de regarder l'avenir de notre île en face, avec ses forces, ses fragilités et surtout les choix qui s'offrent à nous. Parmi donc les enjeux qui ont été identifiés, le développement humain, évidemment, il est central. Il s'agit de garantir à chaque Corse un accès équitable à l'éducation, à la santé, au logement et à l'emploi, sans sacrifier le lien social. Aujourd'hui, évidemment, là on se place aujourd'hui, nous n'avons pas à rougir du travail en matière sociale de la politique menée par la collectivité de Corse et organisée par les services, mais là, à l'instant T, nous parlons aujourd'hui de l'avenir. Et les scénarios qui ont été proposés nous rappellent bien que l'avenir n'est pas écrit. C'est celui d'une transformation volontaire et partagée qui doit nous guider. Une Corse où la solidarité, l'inclusion et la participation citoyenne ne sont pas des vœux pieux, mais des piliers d'un nouveau modèle. Bon, il y a eu plusieurs pistes qui ont été évoquées, l'éducation, l'emploi, vous en avez parlé, le logement, la santé. Et pour éviter justement ces disparités sociales, moi je mise sur la participation citoyenne. Je dis qu'en associant directement les habitants, et notamment les plus précaires, à l'élaboration des politiques publiques qui les concernent, parce que je pense vraiment que la démocratie participative n'est pas un luxe, c'est une nécessité où chaque insulaire devient acteur et non plus simple bénéficiaire des décisions qui façonnent son territoire. Et l'histoire, vous l'avez dit, elle ne s'écrit pas toute seule. Nous pouvons soit nous résigner aux fractures, soit choisir de bâtir une Corse unie où la confiance, l'équité et la transmission guident chaque décision. Ici, dans l'hémicycle, évidemment, nous portons tous la même vision d'une Corse où le progrès va rassembler, où personne n'est laissé de côté, où chaque insulaire peut envisager 2050 avec dignité et espérance. Comme vous l'avez rappelé ce matin en citant Hannah Arendt, l'homme fait l'homme, j'emprunterai également une autre citation à Hannah Arendt. Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. À nous de faire en sorte que le progrès l'emporte pour une Corse plus juste et plus solidaire. Arin Radiabi. Arin Radiabi. D'autres interventions?
Oui. Charlotte, Oui, Thierry, merci Madame la Présidente. Non, juste quelques généralités que je voudrais rappeler ici pour dire combien l'initiative de lancer Corsica Prospective 2050 fut heureuse et pertinente. Corsica Prospective incite donc à la réflexion, car étudier un futur possible pour la Corse, c'est prendre aujourd'hui nos responsabilités. 3 défis majeurs attendent la Corse: préserver son identité, réussir sa transition écologique et offrir un avenir à sa jeunesse. La force de la réflexion que nous proposons pour relever les défis sous forme de scénario. Il s'agit là de faire prendre conscience aux décideurs des conditions, des indicateurs et des facteurs qui peuvent orienter les choix à faire. Évidemment, ces scénarios peuvent faire sortir d'un certain confort intellectuel et en tout cas vont à l'encontre de choix politiques à court terme. Il faut aider à développer une économie plus autonome, fondée sur l'innovation et les savoir-faire locaux. Ils peuvent faire aboutir une agriculture de qualité. C'est donc face à des choix collectifs que nous sommes, le choix d'intégrer dans toutes nos réflexions le devenir d'un futur possible, de dépasser l'urgence et de construire une Corse vivante et solidaire. Il faut faire les choix pour une île qui donne envie d'y rester, d'entreprendre, d'y faire des enfants et d'y construire son avenir. Les scénarios de Corsica Prospective pour nous permettre d'y aboutir et de transformer nos contraintes en opportunités. Pour conclure, parler de la Corse en 2050, ce n'est pas rêver, c'est décider. Décider d'une Corse qui anticipe plutôt qu'elle subit. La Corse 2050 commence donc aujourd'hui avec les choix que nous faisons ensemble. Elle se construit ici et maintenant. Cet objectif doit garder en éveil notre sens des responsabilités et notre engagement collectif. Voilà notre défi de faire de notre île une terre d'espérance et du Bencampa. Il faut croire en l'homme, il faut croire à sa capacité de s'adapter, à sa capacité d'anticiper, à sa capacité à agir et à sa capacité à en croire en des lendemains possibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton intervention et surtout ta participation, votre participation, régulière à nos travaux. Oui, Jean-Michel, qui a également participé. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, tout d'abord, je vous rejoins sur vos propos liminaires. Vous avez effectivement souhaité féliciter l'ensemble des personnes qui ont collaboré à ce projet et je voudrais me joindre à vous parce qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine que vous avez commencé il y a à peu près 3 ans et qui aboutit aujourd'hui à un rapport qui est en soi, je veux dire, pour moi, abouti, même si on peut rediscuter, bien sûr, et ce sera l'occasion d'un complément de démarche, mais si on peut peut-être mettre en cause ou soulever quelques questions sur la méthodologie. Bon, moi, tout simplement, ce que je veux dire en résumé, c'est qu'on a une approche systémique. Vous avez fait un choix, un a priori. C'est vrai qu'on aurait pu faire une approche un peu différente, notamment à travers un diagnostic territorial, de stratégie territoriale, qui aurait pu peut-être permettre d'objectiver un peu plus les thématiques et les critères, donc les critères exogènes et endogènes qui interviennent donc dans cette démarche. Moi, la question que je me pose, c'est que à travers les critères endogènes et exogènes, je pense qu'on a oublié de peser ce que pouvaient représenter les facteurs exogènes par rapport aux facteurs endogènes. C'est-à-dire qu'en étant une île de notre taille, on ne va pas toujours se minimiser ou comment dirais-je, se rendre plus petit qu'on est. Mais effectivement, on voit bien qu'on est dans un monde où il y a des facteurs exogènes qui sont des facteurs, je dirais, plutôt d'agression, qui peuvent à un moment donné mettre en péril les équilibres locaux. Et nous, avec nos facteurs endogènes, nos forces, on est censé réagir. Alors, ce qu'il faut aussi tenir compte dans cette approche, c'est de dire à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes, mais les poids sont différents. Alors, pourquoi je reviens sur ce sujet-là? À mon avis, c'est un des points clés aussi de la méthodologie. Quand vous parliez, donc d'ailleurs, vous avez identifié des enjeux, je pense qu'il en manque un, mais qui est un peu sous-jacent à tout ça, ce sont les conflits armés. Les conflits armés peuvent, à un moment donné, en quelques jours, transformer la géopolitique mondiale. Il y a aussi les pandémies.
des pandémies qui peuvent aussi réapparaître comme la Covid en 2020. Alors je cite volontairement ces deux exemples, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on a d'un côté, si on prend l'actualité, Trump qui est prêt à appuyer sur le bouton pour bombarder l'Iran, et d'autre part, on a en Inde une pandémie qui, a priori, ne se développerait pas, mais qui reste quand même à surveiller. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi, dans tout ça, se dire que de ce fait, en fait, hein, on a des temporalités différentes entre ce qui peut se passer à l'extérieur et ce que nous, on peut faire aussi de l'intérieur pour se défendre par rapport à tout ça. Moi, je pense qu'il faut, à cette approche, je dirais, long terme, on peut dire que c'est du long terme, hein, 2050, il faut associer obligatoirement une démarche à court terme qui soit capable d'infléchir cette stratégie sur laquelle on délibère aujourd'hui, mais qui ne sera pas la stratégie au temps T, dans 25 ans. D'accord ? Ce qui va se passer dans 25 ans ne sera pas ce qu'on prévoit aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Les modèles déterministes dans un monde avec des cycles qui se raccourcissent n'existent plus. C'est vrai aussi, on le voit dans les sciences. On voit que, par exemple, si on prend la météorologie, on n'est plus capable de faire une prévision météorologique avec des systèmes uniquement déterministes. Il faut aussi y associer des systèmes qui sont plus adaptatifs. Donc moi, en gros, voilà mon petit, je dirais, bémol par rapport à ce travail que je le rappelle, qui a été remarquable, hein, que vous avez mené de main de maître. Je n'ai pas dit de maîtresse. Excusez-moi. Mais en tout cas, c'est un travail abouti et qui mérite donc d'avoir, à mon avis, une petite amélioration de ce point de vue-là. C'est de dire, OK, on prévoit le long terme, mais soyons en capacité d'infléchir sur ces prévisions initiales de manière à s'adapter au fil de l'eau. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vous répondrai tout à l'heure de manière globale, hein, si vous en êtes d'accord. Enfin, ce sont plus des suggestions d'ailleurs, hein, ce ne sont pas des questions véritablement. D'autres interventions ? Non ? Oui, Cathy Cognetti. Merci Madame la Présidente. Vous l'avez dit, une Corse aussi à deux vitesses, l'une urbaine, l'autre rurale. Je vous félicite déjà pour ce rapport, hein, qui donne 4 scénarios importants qui nous permettent de nous projeter. Le rural aujourd'hui, et nous le savons tous, est confronté à des contraintes multiples. Pression foncière, déclin démographique, fragilisation de l'agriculture, recul des services publics et impact direct du changement climatique. En Corse, les difficultés sont aggravées, on le sait, par l'insularité, la spéculation immobilière, la dépendance des économies saisonnières et l'augmentation du coût de la vie, qui pèsent lourdement sur le ménage, y compris et surtout, je préciserai, en milieu rural. La situation accroît la fragilité des populations rurales, tant sur le plan social que financier. Vieillissement, précarité énergétique, faiblesse des revenus agricoles et artisanaux, accès limité aux soins et la mobilité renforçant un sentiment de relégation. Sans réponse adaptée, ces fragilités alimentent le découragement, l'exode rural et l'isolement des plus vulnérables. Par ailleurs, vous l'avez évoqué, les politiques publiques mal calibrées peuvent produire des effets pervers. Artificialisation des terres agricoles sous couvert de développement, villages transformés en espaces résidentiels saisonniers, dépendance excessive des aides ou projets standardisés déconnectés des réalités locales. Ces dérives fragilisent la cohésion sociale et vident progressivement le monde rural de sa fonction productive et humaine. Face à ces constats, la Corse doit porter un projet politique fort et structurant, faire du monde rural un pilier central du développement insulaire. Cela passe par une protection renforcée du foncier et de l'habitat permanent, un soutien massif à l'agriculture et aux circuits courts, la relocalisation des services essentiels et des politiques sociales adaptées aux réalités rurales. L'investissement dans le numérique, chose qu'a fait la collectivité de Corse, la mobilité de proximité et la rénovation du bâti ancien doit permettre de sécuriser les parcours de vie et redonner la capacité financière aux ménages. Ce projet repose sur une vision à long terme, fondée sur la justice sociale, la souveraineté alimentaire et la préservation de l'identité de nos villages, en plaçant l'humain au cœur de l'action publique et en anticipant les dérives possibles.
La Corse peut transformer la fragilité actuelle en un levier de résilience et redonner au monde rural toute sa place dans le projet collectif insulaire. Faire du rural une force politique et sociale pour la Corse. Ringraziabi. Ringraziabi. Jacinthe. Ringraziabi, signor Presidente, già felicitabi con tutta questa squadra per questo rapporto. Juste très modestement, une petite intervention, même si j'ai du mal à me projeter personnellement en 2050. Mais on voit aujourd'hui ce qui pourrait nous détruire, nous faire disparaître. Et je le répète très souvent, chaque fois que je prends la parole, je pense qu'aujourd'hui, on est en danger, notre peuple est en danger, notre langue est en danger, notre culture est en danger. Vous le projetez, je pense que le scénario 1, c'est un peu le constat qu'on vit aujourd'hui, et le 2, et bien évidemment, on refuse aujourd'hui ces scénarios, mais force est de constater qu'on les subit. On ne peut plus continuer aujourd'hui à accueillir 4 ou 5 000 personnes qui viennent déstabiliser ce qu'on est et à terme nous faire disparaître. Je pense qu'aujourd'hui, on sait où est le danger. Bien sûr, le réchauffement climatique, c'est un peu plus compliqué et ça ne dépend pas que de nous. Mais nous, aujourd'hui, on est là pour construire la Corse que l'on veut pour les 20 prochaines années. Et c'est sûrement pas cette Corse-là qui nous fait disparaître, qui nous détruit, qui nous chasse de nos terres et qui nous marginalise. Et il faut s'y refuser. Et bien entendu, je rejoins les propos de ma collègue et amie Cathy Cognetti. Quid du rural? Est-ce que ça va devenir des camps de vacances où, je pense, toutes les maisons seront vendues à des personnes du continent? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut vraiment le développer? Est-ce qu'on veut vraiment y créer le développement? Nous, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, en tout cas, pour y vivre. Mais pour y vivre aussi, on sait les difficultés que vit le rural aujourd'hui. Je n'ai plus le nid, moi. Alors, soit on fait semblant de ne pas le voir, soit on dit la réalité des choses. Et s'il y a une maison qui se vend, ce n'est pas un jeune du village. En tout cas, pas chez nous. S'il y a une maison qui se vend, elle se vend à quelqu'un de l'extérieur, qui arrive avec des pouvoirs d'achat qui sont le double, le triple des nôtres. Donc, moi, je pense qu'il faut très rapidement enrayer cette démographie, qu'il faut vraiment un plan de développement, enrayer aussi des constructions tout azimuts, mais on a aujourd'hui le PADUC qui viendra fixer la Corse qu'on veut construire pour qui? Pour nous, pour les jeunes d'ici, pour les gens d'ici, et bien entendu, il y aura, comme vous l'avez décrit dans votre scénario 4, une acceptabilité des personnes qui pourront venir nous rejoindre, s'intégrer et pas nous désintégrer, apprendre notre langue, nous respecter et être ce qu'on est. C'est ça la Corse qu'on veut pour les 20 ou 25 ans à venir. En tout cas, c'est la Corse qu'on veut, nous, qu'on veut construire. Et c'est sûrement pas celle qui se dessine aujourd'hui, dans des grandes villes, où plus personne ne parle corse, où c'est même compliqué de trouver une course, quand on va faire ses courses dans certaines grandes villes. C'est ça la réalité. Donc il faut l'enrayer et très rapidement. Et je pense que ce que vous venez de nous présenter, ça doit nous faire prendre conscience qu'on n'a plus tellement de temps. Donc, encore une fois, moi je vous félicite. On sait ce qu'il y a à en faire. Faisons-le ensemble et faisons-le le plus rapidement possible. Ringraziati, d'autres interventions? Oui, Jean-Christophe. Merci Madame la Présidente. Malheureusement, on en avait parlé, le temps et les contraintes étant ce qu'ils sont. On n'a pas vraiment pu participer, mais 2 mots dans l'hémicycle quand même. Un, pour saluer l'effort de prospective
auxquels on adhère, on ne peut pas vous reprocher, comme on le fait régulièrement, de ne pas être dans un effort d'anticipation et de projection à long terme, et de l'autre, eh bien, ne pas saluer ces scénarios qui sont posés et qui permettent, à défaut de planifier, j'en dirai un mot, d'imaginer ou d'appréhender, d'envisager un certain nombre de pistes pour la suite, pour le dire en des termes un peu génériques. Deuxièmement, en écho à ce que Hyacinthe et d'autres ont dit, moi je ne vais pas refaire le débat sur le Padduc, même si on était un certain nombre dans les rues, à quelques dizaines de mètres à peine, avec des gens portant, et c'est la démocratie, et tant mieux, un discours assez diamétralement opposé à celui d'une partie de l'hémicycle, j'en dirai peut-être un mot. Pas refaire le débat sur le numérique, l'innovation, l'économie du XXIe siècle, l'Europe et le reste. Mais avec vous, Madame la Présidente, concentrer ce propos sur deux items. Le premier, la démographie. La question elle est extrêmement simple. On est dans une lecture qui, sans emprunter à une rhétorique que je n'apprécie pas, pour être très clair, qui est celle du grand remplacement. C'est pas, pour le dire très vulgairement, c'est pas notre came, pour plein de raisons philosophiques, politiques, etc. Bon, il nous faut quand même constater qu'il y a un mouvement qui est à l'œuvre, qui est objectivé, qui est renseigné et qui nous condamne littéralement en tant que peuple. Alors les gens qui se sont levés avant nous dans les années 70-80, j'ai encore, y compris à la maison, des tracts de l'ARC, de l'APC, de l'UPC, des premiers mouvements indépendantistes, ils évoquaient une mutation démographique en cours. Elle est à l'œuvre dans des proportions peut-être plus importantes que celles que l'on redoutait à l'époque, et elle risque littéralement de nous emporter. Hyacinthe disait dans les villes, etc., ma poroni baesi, hein. Poroni baesi, hein. Non c'è bisogno di fare in città, hein. Piade certi paesi. Aujourd'hui, de la même manière que la spéculation gagne du terrain, aujourd'hui, je vous invite à regarder Le Bon Coin, tutti i gabadogli. Bon, on vend des maisons de village, on vend des vignes, on vend des jardins. Bon, voilà. Quand il y a encore 10-20 ans, on se limitait au littoral, qui reste très convoité, hein, on ne va pas relativiser. Mais aujourd'hui, la spéculation, à l'image de cette mutation démographique, elle gagne du terrain, elle s'immisce, et avec elle, et tant d'autres phénomènes, eh bien, un changement de paradigme, un changement de société, et à défaut d'un grand remplacement, un changement de peuple ou de population. Alors, face à ça, il y a deux lectures, pour aller vite au sujet. Première lecture, une lecture identitariste ou ethnocentrée, qui consisterait à dire l'immigration, etc. Ce n'est pas tout à fait ça. Contrairement aux lectures dominantes, notamment sur le continent ou ailleurs en Europe. En même temps, moi je vous le dis tout net, je pense que la Corse, et je ne dis pas parce que le président exécutif l'a dit un peu plus tôt, je le dis parce qu'on l'a tous dit à un moment donné, la machine à fabriquer des Corses, elle est cassée, on ne fabrique plus rien. Bon. Et aujourd'hui, on est tous en proie à ce doute et à cette angoisse. Alors, le constat, il est partagé, hein, et quand vous parlez aux plus jeunes, aux plus anciens, il exprime dans des termes plus vifs, plus sereins, mais toujours en des termes inquiets. Alors, face à ça, il y a une deuxième lecture qui va consister à dire le peuple corse, il faut qu'il continue, comme il a toujours fait, à tenter d'intégrer, etc. Autant je ne crois pas aux thèses identitaristes ou de repli, autant je ne crois pas aux thèses d'intégration bienheureuse, bienveillante, qui ne fonctionnent pas davantage. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve une ligne de crête qui passe notamment par la reconnaissance en droit d'une communauté, c'est un point d'entrée, et par la capacité à distinguer ce peuple en des termes à définir, communauté historique,
d'un certain nombre d'autres communautés à l'endroit desquelles nous pouvons conserver bienveillance et ouverture, mais dans des proportions qui ne peuvent être ni des modalités, celles du moment présent. Parce que le problème se pose littéralement en termes de condamnation dans le temps, et je le dis encore une fois avec une philosophie et l'ensemble de mon groupe empreinte de bienveillance et de respect. Deuxième sujet, les grandes transitions de notre temps, qu'elles soient climatiques, énergétiques, numériques, démographiques, on l'a vu. Vous y faites clairement référence, Madame la Présidente. Est-ce que la Corse est armée pour y répondre? La réponse est non. Pas simplement parce qu'elle n'est pas autonome, mais aussi de notre point de vue parce qu'elle n'a pas encore su collectivement tracer un chemin. Qu'à ce stade, ni le PADUC, révisé ou pas, ni la PPI, ni la PPE, ni je ne sais quoi, ne sont en mesure de déterminer. Les instruments de planification, je crois que quelqu'un l'a dit un peu plus tôt, et vous-même aussi, sont peu de choses face à l'ampleur et au rythme effréné des mutations à l'œuvre. Pour autant, il ne faut pas que nous renoncions à planifier, au prétexte que les choses iraient trop vite. On doit continuer d'y consacrer des efforts et du temps, mais avec cette humilité que requiert une situation par nature hybride et profondément évolutive. Je terminerai par là pour ne pas être trop long, d'autant que Xavier voudrait, si vous en êtes d'accord, dire 2 mots, mais à 6 minutes et quelques, conclure. Face à cela, interroger, ce sera ma conclusion provisoire, notre rapport à la politique. On fait tous, nous compris, comme si on avait l'éternité devant nous. Certains se disent en 2028 on va rester, d'autres en 2028 on va arriver, en 2030 ils vont voir ce qu'ils vont voir, dans 2 mois il y a vince l'elezione, aux idées. Si on ne comprend pas, tutti quanti noi siamo, que c'est en tant que peuple qu'on est menacé, et pas en tant que famille politique ou catégorie sociale, on a, et je le dis avec beaucoup d'humilité, rien compris. Si 80.000 sont 300.000 au base in Antassadar, alors, où on se pose collectivement, et je m'inclus, oh là là, volontiers dans le constat, où on continue de faire comme si ce peuple il avait l'éternité devant lui. Mais ce peuple, comme les civilisations, pour reprendre une expression bien connue, il est mortel. Et force est de constater, de manière factuelle et très objective, même si je crois toujours en l'énergie et en la vie, qu'il est plus près du seuil d'alerte que de la pérennité. Je vous remercie. Bien, merci. Qui souhaite intervenir? Josépha. Ah non, pardon, tu avais levé le bras, je n'ai pas vu, pardon. Attendez, le temps, je ne sais pas. Encore un peu, ouais. Jusqu'à 2050, on a un peu de temps encore. 3 minutes. N'en profite pas, 3 minutes. Bon, donc, je commencerai par la fin, tout simplement. Je crois que l'essentiel a été dit. Moi, je vais rebondir simplement sur ce que disait Jean-Michel Saville, notamment le contexte international. On peut tout espérer, on peut tout décréter, on peut tout construire, on peut tout réfléchir, on peut tout poser. Moi, je vous rappelle quand même que avant, il y a très longtemps, il y a une certaine d'années, il y avait la SDN, la Société des Nations. Et qu'après, il y a eu Munich, 1938, Daladier, Chamberlain, Adolphe et Benito, où la SDN a plongé. Aujourd'hui, on a l'ONU, les Nations Unies, et puis on a Trump. Et on a le Venezuela, on a l'Iran, on a le Groenland, et on a aussi la Chine avec Taïwan et tout le reste. Et la France au milieu, qui un jour est en haut, un jour est en bas, un jour est à gauche, un jour est à droite. C'est compliqué, je veux dire, je crois que le contexte international, et je m'arrête là-dessus, le contexte international nous rend otages, en quelque sorte, d'un destin qui, à l'heure où on parle, il est plus que subi. Alors moi, je rêvais d'une nation. Alors, il y a 2 choix possibles, comme dirait Jean-Christophe. C'è una nazione di Rilli et una nazione di Gabretti. Alors où on parle, on est plutôt verso i Rilli, avec quelque chose qui, de mon point de vue, est incertain et très inquiet.
On est rentré dans, quand même, et quand j'écoute les informations, notamment les chaînes internationales, dans une espèce de mondialisation de l'indifférence. Et un peuple, dans tout ça, pour résister, il doit avoir des capacités énormes, des réserves énormes. Est-ce qu'on les a? J'espère que oui. En tous les cas, dans les 4 scénarios, vous avez compris qu'on sait lequel choisir. Le problème, c'est savoir si on peut demain y aspirer et le construire. Moi, en 2050, je ne serai pas tellement vieux, donc il y a encore un peu d'espoir. Mais je voulais finir sur une phrase. Vous avez cité Churchill. Moi, j'en avais une autre. Je vous la donner parce que je l'avais écrite à l'époque, en ayant parlé avec l'intéressé, Riccardo Petrella. Il avait dit, et je l'avais écrit en entrée, si je retrouve le... Il avait dit, je l'ai traduit en corse, l'uomo e la società una dubbia libertà di scegliere. Un'idea magari una sola scelta, o una scelta sola, come volete, adattarsi o smarrisce. Arin Radiat, c'est tout le sujet, l'adaptation. Josépha. Merci Madame la Présidente. D'abord, saluer le travail qui a été mené, parce qu'effectivement, ça nous projette dans différents scénarios, avec tellement de combinaisons possibles. Et vous avez rappelé dans votre présentation que tout le monde avait tendance, naturellement, à converger vers le scénario 2, croissance appauvrissante et adaptation subie. Effectivement, on a tendance à voir se dessiner les choses. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est celle d'une trajectoire qui, pour l'heure, est mise en œuvre par notamment des politiques publiques, par donc des choix ou des non-choix politiques, et par des éléments de contexte exogènes qui viennent impacter les choses et qui sont en train de dessiner une réalité qui, aujourd'hui en tenté, ressemble très fortement au scénario 2, ou semble en tout cas nous y amener. Très rapidement, la question autour de la terre, puisque je vais le caractériser de cette façon-là, et cette mécanique de dépossession que j'abordais ce matin et sur laquelle quasiment chacun des intervenants est revenu. La question de la terre, vue bien sûr sous l'angle des terres agricoles, qui subissent le double effet et de l'artificialisation qui se poursuit, mais aussi des changements climatiques, un des facteurs d'ailleurs exogènes qui est amené, qui est abordé, et qui voit disparaître petit à petit les possibilités de mise en œuvre d'une souveraineté alimentaire, j'y reviendrai. La seconde, bien sûr, sur la question de la terre, la question de la spéculation, où croisée avec une précarisation, j'emploie des termes génériques, galopante, fait que beaucoup de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui se voient dans l'impossibilité de faire face au mur qui nous arrive en face et qui nous dépossède. Il y a notre di Baez et Aldila, Baez et Chida. Et puis la question démographique, vous en avez parlé, celle de la démographie, c'est-à-dire notamment du vieillissement de la population, mais aussi celle de la bascule démographique, qui est celle, là aussi, ça a été le cœur de ma question ce matin, de plus de 5 000 arrivants, parce qu'on est à plus de 5 000 arrivants par an, qui, alors que nous n'avons aucun moyen, parce que moi je ne vais pas faire l'exercice de me justifier, je crois que le mouvement et le courant auquel nous appartenons n'a pas besoin de justification lorsqu'il aborde un certain nombre de questions et n'a pas besoin de démonstration à faire. Ces 5 000 arrivants qui ont sans aucun moyen de contrôle pour nous, sans aucun moyen, sans aucune maîtrise, sans aucune possibilité de bâtir un modèle, et c'est bien de ça qu'il choisit, même si modèle économique, Madame la Présidente, vous me direz qu'on a un peu dépassé, j'emploie là aussi un terme un peu générique et qui est un peu impropre, mais sans aucun moyen de mettre en place notre modèle. Nous ne maîtrisons aujourd'hui rien dans une société en crise où le profit prend le pas sur tout,
et la course au profit et à la dilapidation du capital le plus précieux que nous ayons, est souvent la course que beaucoup trop cherchent aujourd'hui à remporter. Puisque je disais que cette angoisse autour de cette option 2, de la croissance appauvrissante, elle résulte aussi du fait que nous avons le sentiment que le capital, justement, nous échappe. Et que c'est bien le capital qui est la ressource à préserver pour l'avenir. Je parle du capital humain, bien sûr, à travers la jeunesse, évidemment, à travers la nécessité de donner encore la possibilité d'entreprendre, de former. Je ne développerai pas là-dessus, puisqu'il faudrait développer bien trop de secteurs qu'il nous faudrait aborder. Vous n'avez pas choisi cette entrée, et je crois que vous avez eu raison, puisque c'est une approche systémique qui doit être privilégiée si nous voulons voir se dessiner un certain nombre d'aspects. Donc je disais le capital humain, le capital naturel, Adair, la Diamintad ou Adoni Holt, et surtout, parce que pour affronter les chocs et pour pouvoir les absorber, encore faut-il encore exister dans son essence même, dans ce que l'on est. Et surtout donc le capital culturel, linguistique, celui qui nous lie à ce pays, celui qui est le ciment. Ce matin, je l'ai évoqué sous le vocable de citoyenneté et de peuple. Effectivement, ça a été dit et je le répéterai parce que l'urgence est là, la pérennité du peuple corse sur sa terre, parce que c'est lui qui doit affronter ces chocs et non pas la population qui viendra le remplacer dans ce pays. Je crois que ça, on doit être très clair, parce que pour affronter les choses, et c'est bien au cœur, il faut, là, je vais venir justement, vous nous fournissez un outil d'aide à la décision aujourd'hui, mais pour pouvoir affronter, il faut savoir quel monitoring on met en place. C'est-à-dire qu'à partir de cet outil d'aide à la décision, qu'est-ce qu'on modifie comme trajectoire pour passer du scénario 2 au scénario idéal 4, je dirais, avec un développement durable maîtrisé, une langue vivante, un peuple corse en maîtrise de tous ses moyens de souveraineté. Mais pour modifier la trajectoire, il va se poser dans un monde en mouvement la question de l'adaptabilité des politiques publiques, leur capacité à s'adapter au choc. Parce que 2026-2050, c'est 24 ans. 24 ans, ça commence aujourd'hui. Ça a déjà commencé. Les choix ont déjà commencé. Comment on regarde les politiques publiques et on mesure les impacts qu'elles ont et si elles nous dirigent vers la bonne direction. J'ai un discours, je simplifie bien évidemment les choses, mais comment, sur le plan pratique, cette administration, la collectivité et en la mobilisation des acteurs au-delà de la collectivité, c'est transformer les trajectoires. C'est adapter les trajectoires et les changements. Ça, c'est un outil véritablement qui relève et du choix politique et de la décision politique et de la capacité à la mettre en œuvre. Parce que sinon, on peut se faire plaisir longtemps autour des différentes trajectoires. Parce que l'adaptabilité des politiques publiques, c'est identifier les ressources, identifier les leviers, identifier les possibles. Et dire, dans le scénario 4, vous parlez, en tout cas, est évoquée la question d'avoir diversifié l'économie. Mais il va falloir se dire les choses clairement. Les deux piliers, tourisme, BTP, il va falloir qu'on modifie. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus avoir de tourisme, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus avoir de BTP. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait autre chose. Qu'il va falloir qu'il y ait encore de la place, de manière pratique, pragmatique, pour qu'il puisse y avoir de la place pour autre chose. Et qu'également, bien sûr qu'il va falloir du tourisme. Mais il va falloir savoir le repositionner. Bien sûr qu'il va falloir du BTP, mais il va falloir le repositionner. Et là, pour modifier ces trajectoires-là, c'est les politiques de la collectivité, mais c'est aussi les discours avec les acteurs, la mobilisation des acteurs. Pas les uns contre les autres, mais savoir que nous n'aurons pas le choix de modifier ces trajectoires. Sinon, ça s'imposera à nous, et ça s'imposera à tous, puisque c'est les événements qui nous obligeront à les modifier. Je crois que ça, nous avons les potentialités pour le faire. Bien sûr, aller vers une souveraineté alimentaire, bien sûr,
parler d'énergie, bien sûr parler de développement, bien sûr parler de tourisme et parler d'autres secteurs, mais vite, vite en faire autrement. Parce que je conclurai par là. La question au cœur de notre débat d'aujourd'hui, c'est l'action. Pour absorber les chocs, nous ne vivons pas sous cloche en Corse, et vous l'avez rappelé, en Corse comme nulle part ailleurs. Nous sommes dans un monde qui est brutal, où la démocratie elle-même est aujourd'hui remise en cause, et l'exercice démocratique est lui-même remis en cause. Nous sommes un petit pays au cœur de la Méditerranée, et nous sommes aujourd'hui fortement dépendants de l'état de tutelle, parce que pour agir, il faut le pouvoir. Pour agir, il faut le pouvoir, et il faut être souverain. Cette question-là, de la maîtrise de notre repositionnement en Méditerranée, pour ne pas, dans les conflits qui s'annoncent peut-être, j'espère que nous n'irons pas vers là, pour ne pas être un porte-avions d'une puissance étrangère, mais pour vraiment occuper notre place. Et je vais conclure, Madame la Présidente, vous avez convoqué Arendt ce matin. Arendt aussi, elle met l'action. La nécessité d'agir au cœur de son propos, puisqu'il n'y a rien de pire que la résignation. Et je convoquerai quelqu'un d'autre, parce qu'actuellement, il est très convoqué, parce que quand les temps sont à l'orage, que les temps sont au chaos, il est souvent convoqué, c'est celui qui conseillait le prince, et qui conseillait les princes, mais surtout un, il avait choisi de le servir. Celui qui conseillait les princes, il disait souvent qu'il fallait identifier le pouvoir. Ici, je transposerai en disant celui de l'adversaire, mais le nôtre aussi. Identifier la ressource. Et activer les leviers de l'action, parce que l'inaction est notre pire ennemi. Car tout ce qui se mettra en place se fera à nos dépens. Et pour l'heure, ce qui me fait peur, c'est que nous sommes trop souvent en sidération, trop souvent bloqués. Allora, ciò che manca oggi, abbiamo un arnese d'aiuta a decisione. Pour avoir une chance de modifier la trajectoire, ci voleva è decisione. E agisce. E s'aspetta sempre. Merci, Josepha. Alors, il y a Dany. Alors, arrangez-vous dans le groupe. Il y a Dany qui a levé la main et le président du groupe, en même temps, en plus. Ringraziavi. Prima voglio ringraziarvi, signora Presidente, per questo rapporto che lampa un sguardo chiaro e ambizioso non sulla bene di un nostro territorio e di un nostro popolo. In cui Corsica Prospettive avete fatto una scelta maggiore, quella di non più patire la bene, ma di affrontarlo per le prossime generazioni. E un'invitazione affidia a nostra isola, mica solo come lei, ma comme nous voulons qu'elle diventasse. Une Corse qui ne se résume pas à des indicateurs économiques ou à des équilibres institutionnels, mais qui se définit avant tout par la qualité de vie, la santé, l'épanouissement de celles et de ceux qui y vivent. Parmi les 5 enjeux identifiés qui structurent ce travail, je concentrerai juste mon propos sur le développement humain et plus particulièrement, vous vous en doutez, sur l'état de la santé de notre population, ses modes de vie et ses pratiques de consommation qui façonnent son quotidien. Car la question, elle est simple, mais elle est essentielle. À quoi bon penser l'aménagement, l'économie ou la transition écologique si, dans le même temps, notre population vieillit, dans la précarité sanitaire, si nos jeunes s'éloignent de nos territoires pour se soigner, se former ou simplement vivre mieux, et si nos modèles de consommation fragilisent à la fois notre environnement et notre cohésion sociale. La santé en Corse, aujourd'hui, vous le savez, c'est un révélateur puissant de nos fragilités structurelles. En effet, nous le savons tous, notre île cumule des spécificités géographiques, démographiques et sociales qui pèsent sur l'accès aux soins. Le vieillissement de la population, les inégalités territoriales entre zones littorales et l'intérieur, la tension sur la démographie médicale, mais aussi l'augmentation des maladies chroniques liées au mode de vie sont autant de signaux d'alerte. Mais ces constats ne doivent pas nous enfermer dans une lecture défensive. Ils doivent au contraire nourrir une ambition collective,
faire de la Corse un territoire où la santé ne se limite pas à la prise en charge de la maladie, mais s'inscrit dans une véritable culture du bien vivre, du bien manger, du bien habiter et du bien consommer. Ce sont là les 4 scénarios proposés, les 4 scénarios proposés par le rapport prennent toute leur force politique. Ce ne sont pas simplement des hypothèses techniques, mais ils doivent dessiner des choix de société. Le premier scénario, c'est le scénario de la continuité, mais aussi celui du renoncement. Le deuxième, lui, ouvre la voie à une adaptation progressive, où les politiques publiques tentent de corriger les déséquilibres sans remettre en cause les modèles dominants. Le troisième est un peu plus volontariste et il fait le pari que le développement humain peut devenir un moteur de développement économique et social. Enfin, le dernier, lui, nous invite à une véritable transformation, une Corse qui ferait de la santé, du bien-être et de la durabilité des piliers de son projet de société. Une île qui valoriserait ses ressources locales, ses savoir-faire, ses solidarités, pour construire des modes de consommation responsables, accessibles à tous et porteurs de cohésion sociale autant que de résilience écologique. Ces scénarios ne sont pas des fatalités, mais des récits qui donnent un cadre à l'action en la projetant dans le temps long. Ils nous rappellent que nos choix politiques d'aujourd'hui détermineront la santé et le bien-être des Corses de demain et que notre responsabilité politique n'est pas de se contenter du possible, mais de viser le souhaitable. Et cela suppose des choix forts. Cela suppose d'investir dans la prévention et les politiques de mobilité qui favorisent la marche, le vélo, les transports collectifs, dans la promotion de l'activité physique, du sport et de la culture comme facteurs de santé, notamment mentale, et ce, dès le plus jeune âge. Cela suppose de lutter contre les inégalités sociales de santé en ciblant les publics et les territoires les plus fragiles, en travaillant sur la proximité des soignants, en améliorant l'accès aux soins, à des logements dignes et à des services locaux. Cela suppose de continuer à se battre, bien sûr, sans relâche pour notre CHU, mais cela suppose aussi de repenser nos pratiques de consommation comme un acte citoyen. Consommer local, durable et responsable, grâce à un soutien renforcé aux circuits courts, ce n'est pas seulement un geste environnemental, c'est avant tout un choix politique qui soutient notre économie, qui crée de l'emploi, qui renforce notre autonomie et qui améliore directement la santé de notre population. Alors, pour conclure, moi je dirais que Corsica Prospettive nous offre une boussole pour agir et nous rappelle une chose essentielle. Le développement humain, la santé et les modes de vie ne sont pas des sujets secondaires ou une simple variable d'ajustement. Ils sont au fondement de notre projet de société. Les scénarios proposés nous montrent que l'avenir n'est pas écrit, mais qu'il se construit par nos décisions. La Corse de 2050, que je ne verrai probablement pas, ne se jugera pas uniquement à la hauteur de ses infrastructures ou ses performances économiques, mais plutôt à la manière dont elle aura pris soin de ses habitants, de ses anciens comme de sa jeunesse, de ses villes comme de ses villages, et à la capacité qu'elle aura eue à offrir à chacun une vie digne, saine et porteuse de sens. C'est cette ambition que nous devons porter aujourd'hui, et c'est cette ambition que collectivement nous devons traduire en politique publique, concrète, cohérente et durable. Moi, je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons faire le choix d'une Corse résiliente, solidaire et innovante, où chaque habitant peut vivre en bonne santé, dans un environnement préservé et une économie dynamique. A ringraziavi. Merci, Dani. Romain Colonne. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais sincèrement vous remercier pour la venue de ce rapport, parce que je pense pour la première fois à ce point, en tout cas dans notre hémicycle, il met en perspective un certain nombre de problématiques et des possibilités pour les décideurs que nous sommes aujourd'hui et les futurs décideurs de demain de prendre des décisions justement et faire des choix qui puissent améliorer le quotidien des Corses et nous permettre d'exister en tant que peuple. Moi, je crois, Madame la Présidente, qu'il ne faut surtout pas opposer, que ce soit dans cet hémicycle, et on s'est affranchi de cette contrainte-là aujourd'hui, et c'en est fort heureux,
s'affranchir de l'opposition entre l'action dans l'immédiat et la réflexion longue. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Nous devons, bien évidemment, en tant que collectif humain et organisation politique, prendre des décisions au quotidien pour la gestion des affaires les plus courantes. Certaines, on doit les transposer à l'échelle d'une mandature lorsque l'on est élu, c'est le moyen terme, on va dire. Mais il manquait à cet hémicycle, je crois, la perspective, ou en tout cas, on l'avait dans nos discours, on pouvait l'avoir dans nos projections les politiques, mais là, vous nous donnez pour la première fois matière véritablement à réflexion et à nous projeter, même si d'aucuns ont du mal à se projeter, et c'est normal, c'est difficile, mais là, on a un document qui fait presque 200 pages, je crois. Dire aussi aux Corses qui nous écoutent que c'est 4 ans de réflexion. 4 ans de réflexion pour véritablement asseoir différents scénarios, différentes possibilités, différents risques. Et il n'y a pas que des risques, il y a aussi des perspectives heureuses. Mais je voulais vraiment, dans un premier temps, signaler, Madame la Présidente, la nécessité impérieuse pour les responsables politiques que nous sommes de réfléchir selon les 3 temporalités, à court terme, à moyen terme et à long terme, et vous compenser peut-être une lacune que nous avions jusqu'à présent. Il y a 2 choses qui traversent tout votre document, la démographie et le climat. Je voudrais juste, sous votre contrôle, attirer l'attention sur la démographie, parce qu'on a tendance, alors le chiffre il varie un petit peu, des fois on dit 3500 personnes, 5000 personnes chaque année. Bon, sans doute change-t-il un petit peu, mais je voudrais attirer votre attention que sur le fait suivant, lorsque l'on dit, et vous le reprenez dans votre rapport bien évidemment, que l'accroissement démographique est un accroissement qui est exclusivement dû au flux migratoire. Ça veut dire que l'accroissement naturel est négatif. Or, l'accroissement naturel, c'est le taux de natalité moins le taux de mortalité. Ça veut dire qu'en Corse, chaque année, on perd de la population par accroissement naturel. Ça veut dire, je vais le dire autrement, qu'il y a plus de décès que de naissances. Donc, lorsque l'on dit que la population, par exemple, est passée de 350 000 à 355 000, et on dit qu'il y a un accroissement de 5 000 personnes en plus, ça va intéresser mon ami Hyacinthe, qui intervient souvent sur les questions démographiques. En fait, ce n'est pas un accroissement de 5 000 personnes en plus. Oui, en chiffre absolu, c'est 5 000 personnes en plus. Mais si on le met au regard de l'accroissement naturel qui est négatif, ça peut être plus que ça. Et donc, les changements culturels, linguistiques liés à la démographie, si on met ça au regard de l'accroissement naturel qui est négatif, c'est un bouleversement énorme. Et je regardais, je vérifiais juste, l'accroissement naturel est négatif en Corse depuis 2013, selon les chiffres avancés par l'INSEE. Donc ça fait maintenant presque 15 ans, 13 ans que l'on a un accroissement négatif naturel en Corse. Donc c'est vraiment une bombe à retardement là que l'on a en termes démographiques. J'ajoute aussitôt que le problème, on l'a déjà dit dans cet hémicycle, que le problème n'est pas en soi que l'accroissement démographique, c'est la nature de l'accroissement démographique. Qu'une population augmente, même si ça peut être un problème à l'échelle planétaire, c'est pas uniquement ça le problème encore, c'est bien la nature de l'accroissement démographique sur laquelle il faut s'interroger. Je voudrais dire aussi, Madame la Présidente, je ne serai pas tellement plus long, que lorsque j'ai lu avec une grande attention votre document, il y a un mot qui revient en permanence dans votre document, je ne sais même pas si vous-même vous en êtes rendu compte au cours de la rédaction, c'est le mot de souveraineté, que d'aucuns ont repris. Il revient mais à des dizaines et des dizaines de fois, notamment à travers 2 champs, la souveraineté alimentaire et la souveraineté numérique. Alors la souveraineté alimentaire, elle a énormément d'incidence dans le rapport au logement, dans le rapport à l'aménagement du territoire, dans le rapport aux terres agricoles bien évidemment, aux villages, à l'équilibre général. Et la souveraineté numérique, c'est une donnée, on n'en parle pas assez souvent, et moi, ma qualité de président de la CIDEC, je le dis souvent dans cet hémicycle, et je suis très heureux que ça figure noir sur blanc dans votre rapport, c'est une donnée qui est fondamentale, parce qu'on vit à l'ère du numérique, il y a un accroissement exponentiel de la donnée numérique. Si on ne possède pas notre donnée numérique, si on n'assoit pas une souveraineté numérique en Corse, eh bien, c'est les GAFA qui vont posséder la donnée. Et c'est les GAFA qui possèdent la donnée, ils possèdent la donnée institutionnelle, la donnée politique, la donnée sanitaire, la donnée, toutes les données possibles.
et c'est plus nous qui en sommes les maîtres. Je termine que cette souveraineté alimentaire et cette souveraineté numérique, Madame la Présidente, elles ne peuvent s'inscrire que dans le cadre d'une souveraineté politique. Alors la souveraineté politique, elle peut avoir plusieurs intensités, plusieurs natures, mais il ne peut y avoir d'un côté la souveraineté alimentaire et la souveraineté numérique et de l'autre une absence de souveraineté politique. Les deux, ou les trois plutôt, vont ensemble, et j'ai envie de dire c'est la souveraineté politique qui, demain, pour le peuple corse, pourra lui permettre de prendre les meilleures décisions au plus près du citoyen pour asseoir toute forme de souveraineté, qu'elle soit numérique, alimentaire ou autre demain. Je termine par une note tout à fait positive. Madame la Présidente, je suis d'une génération, début des années 80, où j'ai été élevé avec une chape de plomb au-dessus, pour ma génération, au-dessus de ma tête, qui était celle du trou dans la couche d'ozone. C'était dans les années 80, alors enfant, on ne parlait que de ça, mais on était extrêmement sensibilisés à ça. Il y a eu en 1985 la Convention de Vienne, puis le protocole de Montréal en 1987, qui ont montré à la face du monde, et je crois que c'est l'unique exemple, et c'est celui qui est le plus repris, je crois, que lorsque les États, nations en l'occurrence, pouvaient s'accorder, et sur ce point-là, ils se sont accordés pour interrompre la production et la diffusion d'un certain nombre de produits qui aggravaient le trou dans la couche d'ozone. On peut dire aujourd'hui, 40 ans, en 2026, presque 40 ans plus tard, que la couche d'ozone, en tout cas à ce niveau-là, va mieux. Et le trou est en train de se résorber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'action humaine elle est intelligemment conjuguée, que ce soit à l'échelle des États-nations ou à d'autres échelles, on peut avancer. Donc votre rapport, il nous donne aussi un chemin d'espoir parce qu'il nous dit qu'il y a des choix à faire et que si nous faisons ces choix-là, non pas seuls en Corse, mais avec d'autres, on pourra améliorer le quotidien des Corses, le quotidien de notre peuple et participer au bien-être général. Donc, andem uci tutti insieme. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, je vais pas. C'est pas des réponses que je vous apporte, c'est simplement des idées, des suggestions qui me viennent à vous entendre de manière très rapide. Il y a un élément dont on n'a pas assez parlé, c'est très certainement la vitesse de changement. C'est-à-dire que, oui, il y a toujours eu du changement, c'est le propre de la dynamique environnementale, économique, humaine, c'est comme ça, depuis que le monde est monde. Mais là, c'est la vitesse des changements, quels qu'ils soient, sur le plan numérique, accéléré d'ailleurs par le numérique, entre parenthèses, hein, sur le plan numérique, sur le plan écologique, pour nous, ce qui nous concerne, sur le plan démographique, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, j'apporte un élément d'information. Attention, le solde migratoire est de 4 000. Ça veut dire qu'il arrive plus de monde. Il arrive 8 000, 7 000, 8 000 personnes. Ça, c'est la moyenne. Donc, mais il y a 2 ou 3 000 personnes qui partent. Qui part? Les saisonniers repartent, d'accord? Des jeunes formés ici qui partent travailler ailleurs. Il y en a 2 ou 3 000 qui partent tous les ans. 3 000, je crois. Voilà. Donc, c'est un delta, c'est ce qui reste. Attention, mais il y a plus de monde qui arrive. Ça veut dire qu'il y en a 7 000 8 000 qui arrivent. Donc, il y a une dynamique vraiment très particulière. Alors, bien évidemment, il y a une focalisation sur cet aspect-là qui est tout à fait d'opportunité parce que nous devons y réfléchir. Encore une fois, en des termes très sereins. Il faut être là-dessus très calme et avoir beaucoup de recul et travailler sur toutes les conséquences de ce changement démographique. Pour ce que disait Jean-Michel et d'autres, les conflits armés, alors pas les conflits, mais la question sécuritaire et l'augmentation des tensions internationales a été traitée, hein, en l'occurrence avec Jean-Dominique Giuliani. Et on a bien fait de faire ce choix-là, puisque les choses là aussi se sont accélérées. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, des choses qu'on ne pensait pas possibles encore il y a 2 ans et même 6 mois sont en train d'arriver. Il se trouve qu'il y a 15 jours,
J'ai été amenée avec d'autres collègues à rencontrer un ambassadeur qui a une très longue carrière derrière lui et qui m'a dit, moi, s'il y a 5 ans, on m'avait dit qu'on considérerait les États-Unis comme un ennemi de l'Europe, jamais je n'y aurais cru. Jamais je n'y aurais cru. Qu'on se pose, nous, la question, effectivement, de la souveraineté européenne dans les termes où on en parle aujourd'hui, de la question du Groenland, personne n'y croyait. Donc ça veut dire qu'il y a une accélération là, de ce point de vue-là, et encore une fois, ça peut aussi se retourner dans 5 ans. Attention, et c'est là où, effectivement, nous devons, et je ne vais pas répondre individuellement à tout le monde, et je remercie Muriel pour le focus sur la pauvreté, parce que c'est un point essentiel, que l'on parle de la terre, que l'on parle de l'environnement, que l'on parle de nos fondamentaux, oui, de la langue, bien sûr, mais de la question de la pauvreté. On ne peut pas vivre à 360 000 ou à 420 000, parce qu'encore une fois, pour nous, les deltas et les accélérations sont fortes, mais ça reste un tout petit pays sur le plan démographique. À moins d'1 million, je veux dire, même la Banque mondiale, elle ne vous calcule pas. La réalité, c'est celle-là. On passe même, on passe sous les radars. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut que chacun compte dans la société, quelle que soit son origine et quelle que soit sa position sociale. Et la pauvreté n'est pas que monétaire, elle est multidimensionnelle. Le fait de ne pas avoir accès aux pratiques citoyennes, aux pratiques culturelles, c'est tout aussi important pour les enfants et pour les familles que le niveau de revenu. Et ça, je voudrais qu'on en fasse un fondamental. Ça me paraît nécessaire. Donc, de manière globale, sur à la fois les évolutions démographiques, les évolutions climatiques, les évolutions sociologiques dont je vois qu'elles ont occupé tous les bancs de l'hémicycle. Il faut absolument que nous nous revoyions et que nous travaillions. Je constate que beaucoup étaient intéressés par le sujet et je vous en remercie. Il n'y a pas antinomie entre réfléchir et agir sur le court et sur le moyen terme, tout en ayant les radars braqués sur le court terme. Heureusement, la première chose qu'on nous apprend quand on conduit, c'est pas de regarder le volant, c'est de regarder la route et de regarder le plus loin possible. Alors ça, des Stugab, disait mon grand-père. Oui, il avait raison. Voilà. Donc, il me semble, pas besoin de partir chez Hannah Arendt ou chez Winston Churchill, nous avons de bonnes références aussi familiales. En conclusion, moi je dirais tout simplement qu'il nous faut, et là on est dans l'ordre véritablement du politique, il nous faut effectivement, et nous avons essayé de le faire les uns et les autres, bien que de manière encore insatisfaisante, mais nous avons quand même beaucoup convergé au moment des discussions sur la question de l'autonomie, même si l'autonomie pour certains n'est pas une fin en soi, même si c'est insuffisant, même si pour d'autres c'est plutôt de l'adaptation qu'il faut, etc., etc., nous avions beaucoup convergé. Dans les conférences des présidents, élargies d'ailleurs aux non-inscrits, nous avions convergé sur la question de la terre, de la langue et des fondamentaux, tout en ayant en tête, maintenant qu'on a réfléchi à ces questions de prospective, sur notre capacité d'adaptation. Parce que je rejoins Jean-Michel. Ce n'est pas parce qu'on va faire une politique aujourd'hui qui sera la meilleure qui soit, etc., qui sera bonne et optimale pendant 5 ans. Qu'à un moment donné, s'il y a un conflit en Méditerranée, pour ne prendre que cet exemple-là, qu'effectivement, j'essaye d'éloigner et de mettre de côté. Mais admettons, et ce n'est pas une hypothèse si folle, que nous devenions un porte-avions. La question, il va falloir adapter notre politique. C'est pour ça que sur les fondamentaux, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui que de les préserver via des dispositions institutionnelles exceptionnelles dans le cadre de la République. C'est évident. Et sur la terre et sur la question de la langue, notamment, mais je rajouterai moi aussi, sur la question de ce qui fait aussi notre force, qui avait été soulignée d'ailleurs par l'OCDE dans son étude en 2024, notre cohésion sociale, qui risque d'être mise à mal très rapidement. Donc, à mon sens, nous devons continuer à travailler dans ces orientations-là. Je dirais même un autre point, je rajouterai un autre point sur la question de la terre. Une des personnes qualifiées, que je ne citerai pas ici, mais qui est loin d'être de la majorité territoriale, voilà,
évoquait la question de la rente foncière. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de la rente foncière. Vous savez, le produit global, il se répartit en 3 grandes catégories. Le profit, les salaires, ceux qui travaillent, et la rente. La rente, c'est la chose qui, à un moment donné, conduit à la mort des peuples. À la mort des peuples. Vivre sur des rentes, un jour ou l'autre, ça s'arrête. Que ce soit une rente pétrolière, une rente gazière, une rente touristique ou des meublés de tourisme. À un moment donné, ça s'arrête. Donc, il y a la nécessité de réfléchir, et je lance cette idée-là, véritablement, à la question de la socialisation de la rente en termes de comment la puissance publique, à un moment donné, capte une partie de la rente. Aujourd'hui, la rente, elle est complètement privatisée et elle n'est même pas en Corse, des fois. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est une grosse partie du produit global, de la production et de la richesse globale, au détriment des salaires, et certains ne s'en aperçoivent pas, mais même au détriment des profits. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y avait une manifestation, il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui, puisqu'on n'est pas dans un univers de multinationales en Corse. Hein. Il y a 90% de TPE. D'accord. Aujourd'hui, même sur la question des profits et de la détention du capital, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'interrogent. Et ces entrepreneurs-là, je vous prie de croire qu'ils ne sont pas forcément avec la majorité territoriale. Aujourd'hui, le capital appartient et les entreprises et les commerces appartiennent de plus en plus à des gens qui arrivent d'ailleurs. Donc, si on n'a pas des dispositifs, comme dans certaines îles, adaptés, nous allons effectivement, au-delà des aspects et des débats sociologiques dont on a évoqué et qu'on doit encore évoquer, au-delà de ces questions-là, nous allons nous retrouver effectivement avec une véritable difficulté de non-maîtrise de notre destin. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Donc, merci à tous pour vos interventions. Merci pour l'intérêt que vous avez manifesté pour ce travail. Et moi, je remercie surtout tous ceux qui ont travaillé, parce que je suis rapporteur aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet-là. Julien Paolini pour l'exécutif. Quelques mots, Madame la Présidente. Tout d'abord, pour vous remercier et remercier l'ensemble des contributeurs à ces travaux de prospective, puisque je sais que vous avez su mobiliser autour de vous un certain nombre d'acteurs, bien sûr votre cabinet, mais aussi un certain nombre de services, d'agences et d'offices pour consolider vos données, faire mouliner les modèles. L'Agence d'urbanisme et d'énergie a modestement également contribué. Je remercie les agents qui se sont impliqués dans ce travail. C'est un travail qui a également mobilisé un certain nombre d'experts extérieurs, et au nom de l'exécutif, je voudrais également les remercier pour ce travail. Moi, simplement vous dire que c'est un travail qui est, pour le Conseil exécutif, très utile, notamment dans le cadre qu'on s'est fixé ensemble du périmètre de la révision du PADUC, puisqu'on identifie les mêmes dynamiques à prendre en compte. Les deux dynamiques principales, ça a été rappelé dans les différentes interventions, la question démographique et la question du changement climatique. Cela, on l'a validé ensemble en juillet dernier dans le cadre de la révision du périmètre du PADUC, et on retrouve dans les différentes interventions les différents enjeux essentiels, la lutte contre la spéculation foncière et immobilière, la protection et la valorisation des biens communs comme perspective d'avenir, justement pour changer de modèle et ne pas sombrer dans le scénario 1 ou rester dans le scénario 2, mais plutôt tendre vers des scénarios de développement plus durables et maîtrisés, que sont les scénarios 3 et 4 que vous avez présentés. Bien sûr, on adhère à l'ensemble des propos qui ont été tenus, notamment la question de la ruralité, qui peut être aussi un modèle de résilience ou de résistance face aux menaces qui sont devant nous, qu'elles soient climatiques, sociales ou culturelles. Beaucoup d'interventions également, vous l'avez dit, la nécessité de centraliser les données. Bien sûr qu'on est tout à fait disposé à travailler ensemble pour que l'ensemble des données qui sont aujourd'hui éparpillées à droite, à gauche, dans nos différentes institutions et au niveau de l'État, puissent faire l'objet d'un travail commun et d'une mutualisation. La question, et vous l'avez raison, de la question du modèle, mais aussi de la stratégie, notamment sur la question du foncier. Et là, dans le cadre du PADUC, on aura également à travailler sur une stratégie foncière
portée par la force publique, notamment dans un objectif de maîtrise de ce bien commun qui est la terre, au bénéfice bien sûr en premier du peuple corse. Terminé, donc très vite, puisqu'il y a eu différentes citations, hein. Vous avez évoqué Churchill, d'autres ont évoqué Riccardo Petré, là, qui sur le bien commun, notamment sur la question de l'eau, et a été un modèle et a inspiré beaucoup des fondements qui sont les nôtres sur cette question-là de la maîtrise de la ressource, notamment en eau. À mon tour de terminer par une citation qui dit que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, même si, grâce à vos travaux, Madame la Présidente, ça nous permet de prédire peut-être, en tout cas d'anticiper ce qui va arriver. L'avenir, c'est plutôt ce que nous allons en faire, et ce que nous allons en faire, nous allons le faire ensemble, au bénéfice premier, bien sûr, du peuple corse et des Corses ingradiables. Ingradiables. Alors, c'était un rapport d'information, bien sûr, donc il n'y a pas de vote. Ecco, allora, mi dir governo sulle esegudi, io penso che sia appena tardi per un rapporto anti-trasporti, perché era previsto un rapporto anti-trasporti, ma on a mica esse fatto awa, sarà fatto domani. Ecco. Donc on m'indique que le rapport sur les transports passera demain. Donc, nous passons au rapport sur le projet de centre hospitalier universitaire. Si vous en êtes d'accord, Madame la conseillère, qui a fait l'objet de nombreuses attentions d'ailleurs dans le cadre des travaux et qui est attendu. Donc voilà, un élément positif et d'action, pas de réflexion mais d'action. Bianca Fadi, vous avez la parole. Ringrazia, Madame la Présidente. Oui, ce rapport s'inscrit un peu dans la continuité de votre rapport, hein, puisque c'est un rapport d'information et surtout un rapport de prospective également. Donc aujourd'hui, la Corse se situe à un moment charnière de son histoire sanitaire, un des moments où la réponse doit être politique avant tout. Le projet de création d'un centre hospitalo-universitaire que nous portons depuis 2018 et qui a une ambition claire, garantir à chaque Corse un égal accès à des soins de qualité sur l'ensemble de notre territoire. Notre démarche vise à construire un système de santé performant, basé sur la connaissance et les compétences, qui met la prévention, enjeu de santé publique majeur, au cœur de notre projet, devenant ainsi un formidable outil de développement durable, d'attractivité, y compris économique du territoire. Pour le CHU de Corse, ces derniers mois ont été marqués par plusieurs avancées. C'est pourquoi il me semble important de vous les communiquer à votre Assemblée, mais plus largement et surtout à les partager avec les Corses. Le premier cycle complet de médecine de la Corse a ouvert en septembre. L'ouverture de nouvelles formations paramédicales, la structuration de la recherche en santé à l'Université di Gorizia, des échanges particulièrement inspirants avec les architectes du nouveau CHU de Guyane multisite qui nous confortent dans notre approche. Mais aussi de manière plus institutionnelle, les engagements du ministre Yannick Neuder de la Santé en août dernier ou encore la présentation de la PPL soutenue par les députés de Corse à l'initiative du député Paul-André Colombane que Paolo Zantuparigi défendra prochainement au Sénat. Autant de pierres apportées à l'édifice de cet outil indispensable à la Corse et que les Corses attendent. Le modèle de CHU que nous portons est adapté à notre réalité d'île-montagne. Ce n'est pas un modèle importé. La Corse n'est pas un territoire comme les autres. Vous le savez, notre projet rompt avec la conception traditionnelle d'un établissement unique, centralisé et peu compatible avec notre géographie, les chronodistances, la démographie et les besoins en santé des Corses. Nous avons donc élaboré, suite à des travaux menés depuis avec les acteurs de santé, un modèle innovant fondé sur une logique de coopération territoriale. Un CHU multisite intégrant les centres hospitaliers d'Ajaccio de Bastia, les hôpitaux de proximité, un maillage territorial complet incluant Gaz et d'Azalout, les cabinets de médecine générale et tous nos paramédicaux. Un modèle qui embarque l'ensemble de la communauté médicale de notre île en associant public et privé, la médecine de ville et l'hôpital. En synthèse, pour nous, le CHU de Corse est au cœur d'un écosystème qui doit permettre une amélioration durable de la santé des Corses. Depuis 2022, le Conseil exécutif se mobilise sans relâche auprès des différents ministres et avec à nos côtés le comité de suivi du CHU qui continue de nous accompagner dans ce projet indispensable. Et je tenais ici à les remercier pour leur engagement. Concrètement, quelles sont les dernières avancées structurantes qui constituent des étapes pour notre projet ?
Alors, dans le domaine de la formation, je l'ai dit, l'avancée la plus significative a été la mise en place pour nos étudiants corses, c'est le premier cycle complet de médecine pour lequel je me suis personnellement impliquée. L'ouverture de la deuxième année en septembre 2025, puis à la rentrée 2026, l'ouverture de la troisième année. Une étape importante pour notre île, qu'a formé les futurs médecins le plus longtemps possible sur place, nous le savons, favorise leur installation. Je dois vous rappeler qu'on a mis 20 ans avant le premier cycle des études de médecine après la première année. De manière plus systémique, le diagnostic concernant le projet de CHU de Corse a mis en avant la nécessité de former également les paramédicaux. C'est ce que nous avons fait. À l'initiative du Conseil exécutif de Corse, dans le cadre de nos compétences et dans le champ des formations sanitaires, en lien avec les services du rectorat, l'ARS et surtout l'université, il a été décidé de la mise en place de 3 nouvelles formations à haute valeur ajoutée pour les structures de santé en Corse. Une formation de cadre de santé, un DTS, un diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale, AEH, qui sont ouverts depuis septembre 2025, une formation d'infirmier de bloc opératoire, IBOD, qui ouvrira en septembre 2026 à Bastia. Par ailleurs, dans le domaine de la recherche, et cela je dois vous informer puisque des avancées notables sont à souligner, la création d'un institut de recherche en santé qui sera acté au CA de l'Université di Corse en mars 2026. Il aura pour objectif d'héberger les données, coordonner et développer l'ensemble des activités de recherche en santé, y compris la recherche clinique menée dans les hôpitaux. 3 axes prioritaires sont identifiés comme structurants pour la recherche de la société insulaire: la santé publique, l'infectiologie et le vieillissement. La création d'une chaire hospitalo-universitaire est également inaugurée au printemps 2026 afin de renforcer la visibilité de la recherche en santé. La création d'un comité de suivi opérationnel dédié à la stratégie de recherche spécifique du CHU. La recherche, l'exemple de la démarche de la Guyane. Le 22 janvier 2026 dernier, nous avons organisé une réunion du comité de suivi auquel d'ailleurs, et je l'en remercie, a participé la nouvelle directrice de l'ARS de Corse, pour recueillir le retour d'expérience des acteurs mobilisés pour la mise en place du CHU de Guyane, afin qu'ils nous présentent la démarche engagée sur leur territoire. Le professeur Pierre Coupier, doyen de la faculté des sciences médicales et de la santé de l'Université de Guyane, le professeur Atem Kalel, président de la CME, M. Ahmed Elbari, directeur général du CHU de Guyane, et le professeur Djoutsou, chef du service infectiologie à Cayenne, étapes successives ayant conduit à la structuration de leur établissement. La trajectoire du CHU de Guyane éclaire notre propre projet, nous conforte dans notre approche de structuration progressive de la gouvernance. On peut souligner le calendrier particulièrement accéléré, moins d'1 an entre la création d'un groupement de coopération sanitaire, un GCS, établissement de santé, en juillet 2024, la transformation en CHR en mars 2025, suivie de la signature de la convention hospitalo-universitaire en juin de la même année. Tout peut donc s'enchaîner très vite. Les perspectives. La prochaine étape, le 3 décembre 2024, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture avec modification la proposition de loi visant la création d'un CHU en Corse. Ce texte modifie le Code de la santé publique pour y inscrire un principe fondamental. Chaque région doit comprendre au moins un centre hospitalier universitaire. Le droit à bénéficier d'un CHU étant sur le principe reconnu par la loi au bénéfice de chaque région, il est aussi et nécessairement pour la Corse. Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant la création d'un CHU, plusieurs auditions ont été diligentées par la Commission des affaires sociales du Sénat, avec pour rapporteur la sénatrice Madame Anne-Sophie Romani. C'est dans ce cadre que le président du Conseil exécutif et moi-même avons été auditionnés le 15 janvier dernier, cette audition ayant été complétée dans le cadre d'un questionnaire écrit transmis par la Commission. Parmi ces questions figurait notamment l'état d'avancement du projet de la collectivité de Corse et la forme que prendra le CHU dans ce cadre. Cela démontre que la démarche proactive que nous avons menée sur ces sujets est reconnue. Le projet concret validé par votre Assemblée et l'ensemble de la communauté médicale de Corse permet donc à la proposition de loi d'avoir un impact et un calendrier de mise en œuvre rapproché avec pour objectif cible l'année 2030. Le statut de CHU étant accordé par décret, elle ne sera néanmoins pas suffisante et les échanges avec le gouvernement devront se poursuivre afin d'aboutir à la mise en œuvre opérationnelle du projet. Par conséquent, quelle que soit l'issue du vote parlementaire, et j'espère qu'elle sera positive, la présentation du projet de CHU devra se poursuivre. Les engagements de l'État. Le ministre
chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder, le 11 et le 12 août 2025, a confirmé le soutien de l'État à la trajectoire de création d'un CHU en Corse à l'horizon 2030, a réaffirmé l'importance de l'universitarisation et de la recherche clinique. Cette séquence a également constitué une étape majeure au regard des conditions matérielles de réussite du projet avec le financement de la reconstruction du centre hospitalier de Bastia. Je dois également remercier Madame Vautrin, ministre de la Santé, qui s'était personnellement engagée sur le sujet. Les prochaines étapes, comme cela a été le cas pour les derniers CHU, Orléans ou la Guyane, reposent sur le déclenchement d'une mission interministérielle des différents ministères concernés par ce projet, la santé, l'enseignement supérieur, la recherche, pour préfigurer sur la base de nos travaux les contours du futur CHU de Corse, ainsi qu'un décret des ministres de la Santé et de l'enseignement supérieur. Cette perspective nous semble raisonnable pour installer le futur CHU de Corse et permettre aux Corses de bénéficier d'un système de santé conforme aux enjeux du XXIe siècle. À plus long terme, les prochaines années seront déterminantes, nous en sommes convaincus, et nous sommes prêts. Elles devront permettre la consolidation institutionnelle avec la publication du décret de création du CHU et sa structuration juridique, le renforcement de la recherche en s'appuyant sur le futur institut de recherche en santé de l'Université d'Igor, la poursuite de l'universitarisation en s'appuyant sur l'objectif d'un second cycle de médecine et une autonomie pédagogique renforcée, la modernisation des infrastructures, normalement et notamment la construction du nouveau centre hospitalier de Bastia, la consolidation de l'écosystème santé, incluant la silver economy, la prévention, l'innovation et les partenariats scientifiques. Ce projet constitue donc un pilier essentiel de notre stratégie de santé, un levier majeur pour la cohésion sociale et le développement vertueux et durable de notre île. Le Conseil exécutif de Corse est déterminé à mener ce projet à son terme avec l'ensemble des acteurs de l'île pour garantir aux générations d'aujourd'hui et de demain un système de santé à la hauteur. A ringraziavi. Vi ringraziamo, Madame Consigliere Esecutiva. Allora, c'è stato un avviso di Commissione di sviluppo economico favorevole. Qual è stato l'avviso di Commissione di Finanze? Pas d'avis. D'accord. Alors, qual è chi domanda a parola? Chantal Pedignelli, donc à voi. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Conseillère exécutive pour la présentation de ce rapport. Alors nous avions en 2023 voté le rapport de la trajectoire de ce CHU en apportant une réserve bien sûr qui était la garantie de l'opérationnalité. Ce n'était pas pour nous tous, une revendication symbolique. Nous le voulons réellement. Il fallait que ce soit concret, tant la santé est centrale et que notre île manque cruellement d'équipements collectifs nécessitant un effort de la solidarité nationale. Pour rappel, l'État a financé à hauteur de 183 millions d'euros le nouvel hôpital d'Ajaccio. C'est bien qu'il y avait des besoins réels et des équipements vétustes. Alors pour Bastia, le coût est estimé entre 250 et 300 millions d'euros. Une antenne médicale en plaine orientale s'impose, je pense, également. L'île est sous-dotée, vous l'avez rappelé, alors que les besoins vont croissant. On ne compte plus les demandes d'implantation en Corse d'un TEP-scan. On est tous montés au créneau dans cet hémicycle, alors que le financement pourrait être assuré par le non-déplacement des patients insulaires sur le continent. L'île, principalement l'intérieur, est confrontée à la désertification médicale avec des praticiens qui sont vieillissants et les plus jeunes, parfois, préfèrent s'installer en milieu urbain. Nous qui vivons dans le rural, ceux qui y vivent le constatent chaque jour. Si l'université de Corse, dispose du premier cycle complet d'études médicales, elle ne peut pas aller au-delà, se heurtant à l'absence de CHU, vous l'avez rappelé, et pourtant la majorité des étudiants en médecine s'installent là où ils sont effectués leur internat. Le troisième et dernier cycle, bien sûr, nécessite forcément d'avoir un CHU de rattachement. Alors bien sûr, il y a toujours la question de la taille critique et du plateau technique minimum, vous en avez parlé, et c'est là que l'on mise sur la synergie des sites médicaux de l'île en y intégrant l'offre privée
qui représente plus de la moitié de l'activité hospitalière insulaire. La Corse n'est pas un secteur comme les autres, vous l'avez dit, Madame la conseillère. Je le répète donc, l'île est sous-dotée, alors que les besoins vont croissant, avec un afflux touristique estival important et une population résidente qui s'avère très vieillissante, où les plus de 65 ans représentent 25% de la population insulaire contre 22% au niveau national. J'aurais une question concernant l'Institut de recherche en santé, l'IRS, évoqué en page 8, axé sur la recherche. Le rapport n'a pas été présenté en commission dans laquelle je siège, commission sociale. Je me vois contrainte donc de le faire en séance. N'y a-t-il pas, pour cet institut de recherche, une articulation à effectuer avec l'ORS, dont le financement est assez chaotique ? Vous vous souvenez, en début de mandature, on avait fini par acter de passer à un financement triennal. Et surtout, où en sommes-nous du registre des cancers qui peut s'avérer peut-être précieux dans la perspective de ce CHU ? Voilà, donc le Sénat examinera, vous l'avez dit également, le 12 février, ce texte. C'est une belle initiative de nos députés que nos sénateurs, je n'en doute pas, défendront certainement avec la même ardeur. Ce texte se compose d'un article créant une obligation légale pour que chaque région ait un CHU, générant de facto un droit pour la seule n'en disposant pas, c'est pour nous la Corse. Et d'un deuxième fixant comme horizon le 1er janvier 2030, laissant un peu moins de 4 ans, afin qu'un décret soit pris pour organiser la mise en place. Un avis conforme, je pense, permettrait une promulgation rapide et l'engagement immédiat d'un processus opérationnel concret. Nous l'attendons tous de nos voeux. C'est l'impératif dont je vous parlais au début de mes propos. Je vous remercie. Qui demande la parole? Dani Antonini. Ringraziavi. E ho già cominciato per salutare un nostro amico Fanfan Benedetti che ci vuole alimentare. Fu primo eletto qui a parlare e a lavorare in questa assemblea di un CHU per Agosiga. Donc le rapport d'information qui nous est présenté aujourd'hui sur la trajectoire de création du centre hospitalier universitaire de Corse s'inscrit dans un temps long, engagé par notre Assemblée depuis plusieurs années. En effet, de la crise sanitaire liée à la pandémie que nous avons vécue il y a tout juste 6 ans, la Commission des politiques de santé avait retenu à l'époque 2 enseignements qui ont éclairé dès 2020 ses travaux sur la possibilité d'un CHU. La collectivité avait en effet démontré pendant cette période que d'une part, elle était en capacité d'être une force de proposition en matière de stratégie territoriale de santé et que d'autre part, l'application du principe fondamental d'égal accès aux soins pour tous était plus que jamais d'actualité. Ainsi, la Commission et l'ensemble des personnalités invitées et qui ont participé à tout ce cycle de réunions ont eu comme objectif de proposer un cheminement réaliste et cohérent vers la création d'un CHU en tenant compte de l'ensemble des spécificités insulaires, qu'elles soient administratives, hospitalières, universitaires, ou encore des besoins présents et à venir, mais sans jamais minimiser les difficultés à surmonter pour atteindre cet objectif. Ces conclusions ont été on ne peut plus claires, reposant sur un modèle innovant, original, multisite, adapté à notre territoire et associant obligatoirement le privé sous peine d'être un échec. Et je pense que tous les commissaires présents ici qui ont participé à toutes ces réunions ne me contrediront pas si je dis qu'ils ont été satisfaits de retrouver ces éléments dans le projet d'établissement qui répond à une réalité simple et incontestable. Notre système de soins ne garantit toujours pas aujourd'hui le principe fondamental du Code de santé publique énoncé en amont, puisqu'environ encore 26 000 patients doivent chaque année se rendre sur le continent pour être pris en charge. Alors, la création d'un CHU, ce n'est pas un symbole, c'est un outil au service de 3 objectifs majeurs: améliorer l'accès à des soins spécialisés de haut niveau sur l'île, structurer l'enseignement médical et paramédical en Corse, et développer une véritable capacité de recherche en santé sur notre territoire. Il s'agit de passer d'une logique de rattrapage à une logique d'excellence
en assumant pleinement la spécificité de cette île montagne et les besoins liés au vieillissement, à la précarité et à la forte prévalence de certaines pathologies. La trajectoire repose sur une montée en puissance progressive, en commençant par la structuration d'un centre hospitalier régional de référence, fédérant les établissements publics et en articulant obligatoirement les coopérations avec le secteur privé, en particulier au sein des groupements hospitaliers de territoire. Cette trajectoire passe également par la mise en place depuis la rentrée 2025-2026 d'un premier cycle complet d'études de médecine à l'Università di Gorzi, l'essor des filières de formation en santé et la consolidation de la recherche clinique et translationnelle sur l'île. Cette trajectoire trace ainsi une perspective claire, faire de la Corse un territoire capable de former, d'attirer et de retenir ses soignants, tout en garantissant à sa population une prise en charge de haut niveau, sur place, dans des délais et des conditions dignes. C'est cet ensemble cohérent, soins, formation, recherche, qui donnera au futur CHU sa légitimité et sa capacité d'attraction. Enfin, cette trajectoire appelle un engagement constant dans la durée. Elle suppose une mobilisation de l'ensemble des acteurs, collectivités de Corse, État, universités, établissements de santé, professionnels, élus locaux, autour d'une vision partagée. Car au-delà des infrastructures, c'est une promesse que nous faisons à nos concitoyens, celle d'une Corse qui ne renonce pas à l'excellence en matière de santé, qui investit dans sa jeunesse, dans ses soignants et dans la dignité de ses patients. Alors, je conclurai en disant que même si le chemin est encore long, ce rapport, c'est une feuille de route qui nous invite à transformer une ambition politique en projet concret pour la Corse, à savoir garantir l'égal accès aux soins, améliorer la sécurité sanitaire et renforcer l'autonomie sanitaire de l'île. Et comme la vie a dit diadette, tout CHU, un saramique, ou CHU d'Aiac, ou au CHU di Bastille, ma au CHU di Agorsiga, fatu dai Gorsi e pari Gorsi. Ringraziavi. Ringraziavi, Madame la Consigliera. Qual è chi domanda parola? Più nimo? Allora, Madame la Consigliera esecutiva, vi lasciamo rispondere. Alors, à Ringrazia, je vais répondre à Chantal. Donc, bien sûr, vous l'avez dit. Hein, On a du mica visto. Elisa Tramoni. A Ringraziavi. Donc, ce rapport met en lumière un projet mûri depuis plusieurs années, porté par de nombreux acteurs institutionnels, universitaires et professionnels de santé, qui continuent aujourd'hui à en faire leur combat. Notre territoire compte un grand nombre de déserts médicaux, ce qui traduit une répartition inégale de l'accès aux soins. De plus, certaines spécialités ne sont pas ou peu représentées. Cette situation contraint de nombreuses familles, comme l'a dit Daniel Antonini, 26 000 personnes à l'année à se rendre sur le continent pour se soigner, engendrant des coûts importants et pouvant, dans les cas les plus graves, conduire à un renoncement aux soins. Des associations comme INSEM et la Marido et la Ligue contre le cancer sont à saluer et jouent d'ailleurs un rôle majeur dans la prise en charge de déplacements et de logements pour les malades. La création d'un CHU à dimension territoriale multisite permettrait de répondre efficacement à ces problématiques et serait bénéfique tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Elle permettrait de renforcer les structures déjà présentes sur le territoire, de motiver la création de nouveaux établissements de soins et d'encourager le retour d'étudiants corses partis sur le continent. En effet, au sortir des premières années d'études de santé à l'Università di Gorziga, nos jeunes étudiants sont contraints de partir sur le continent pour poursuivre leur cursus. Or, cela engendre pour eux également des coûts importants de logement et de déplacement. La création d'un CHU in situ pourrait pallier ce genre de problème pour une grande partie du cursus. De plus, les médecins formés en Corse seraient plus enclins à y exercer durablement. Ils contribueraient ainsi à réduire le manque d'accessibilité aux soins évoqués précédemment, et la création d'un CHU permettrait de générer des emplois en adéquation avec les besoins du territoire et d'offrir de réelles perspectives de carrière à nos jeunes diplômés, car bien souvent, le lieu de formation devient le lieu d'exercice. Ce rapport présente un caractère transversal en lien avec le rapport Corsica Prospettiva présenté un petit peu plus tôt. Il constitue un élément supplémentaire témoignant de la crédibilité de la création d'un CHU comme évolution nécessaire pour le développement sanitaire de la Corse dans les années à venir. En effet, l'accès égal aux soins et la création d'un tel établissement sont des notions présentes dans les scénarios du rapport. Enfin, la création d'un CHU contribuerait à réduire les dépendances externes et à renforcer l'autonomie sanitaire de la Corse dans la perspective d'une autonomie future de l'île. A ringraziavi.
Grazie. Madame Consigliere. Grazie, Madame la Présidente. Et oui, alors merci pour vos interventions. Je vais répondre aux questions posées par Chantal Pédillier. Alors oui, effectivement, hein, vous l'avez dit, Daniel a rappelé, dans les trois impondérables du CHU, il y a la recherche et l'ORS a toute sa place dans la recherche en santé publique. Là, on s'est surtout axé, et je remercie le professeur Papazian qui s'implique depuis longtemps et qui maintenant est un des PUPH, d'un praticien universitaire, praticien hospitalier, qui du coup n'est plus à Marseille, mais qui est vraiment rattaché à Corte, à l'université di Corte, qui a beaucoup travaillé avec le président de l'université, Doumé Federici, que je remercie également. Et donc, on a créé cet institut en recherche. Et dans la santé publique, il y aura l'ORS. Sachant qu'on attend quand même le retour, parce qu'ils ont déjà avancé sur le registre des cancers, mais a priori, ce n'est pas complètement finalisé. Mais le ministre Yannick Neuder, avant de partir, avait fait voter une loi pour avoir un registre national des cancers. Donc je ne sais pas ce qui va en être. Et c'est vrai qu'il y a c'est pas une anomalie, disons que c'est une particularité. La collectivité de Corse subventionne l'ORS, alors que dans d'autres régions, ça passe par les universités. Donc ça sera peut-être quelque chose à voir à partir du moment où cet institut est créé et qu'effectivement, il y a vraiment un institut de recherche. Et par contre, il y aura une recherche importante également sur le vieillissement de la population. Qui pour nous, bien sûr, est un des enjeux du 21e siècle. Parce qu'on sait que c'est pour ça que j'insiste toujours sur la prévention et la promotion de la santé. Si on veut bien vieillir, il faut commencer jeune. Il faut effectivement avoir et l'activité sportive et l'alimentation, etc., ce qu'on n'arrête pas de répéter. Mais il ne suffit pas de construire des lits d'hôpitaux, il n'y en aura jamais suffisamment. Il faut vraiment qu'il y ait aussi une prise en charge de la part des patients et de la part des individus. Hein, je vois notamment chez les jeunes, hein, et je suis très contente que les jeunes s'en emparent. Et je dois dire qu'il faut vraiment que l'on tienne compte de nos particularités. Et c'est pour cela qu'en ayant des diverses réunions, on a aussi fait un focus pour que l'enseignement universitaire aille également sur les cabinets de médecine générale. Vu la géographie de la Corse et les chronodistances, c'est impératif. Et maintenant, à travers Gaz et la Salut. Et je voudrais, moi, saluer l'implication des paramédicaux, avec notamment la formation qu'il y a eu en IPA, en infirmière en pratique avancée, ce qui est vraiment important pour des territoires comme le nôtre. Que ce soit à l'hôpital ou en médecine libérale, on voit que c'est vraiment une approche qui va nous permettre aussi d'apporter une réponse à ces fameux déserts médicaux que l'on décrit si souvent. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et on vous tiendra informé des prochains travaux. A ringraziarvi. Grazie. Allora, Emma Bassa a Uodu. Ah, c'est un rapport d'information, oui, exact. Allora, passiamo a un rapporto a nanta e modalità di creazione e di lanciamento di un servizio pubblico di ADAD e dell'intelligenza artificiale di Corsica. Quale che presente, je Presidente, a voi. Oui, nous avons donc profité de cette session, à l'occasion de laquelle il était difficile et, nous semble-t-il, contre-indiqué de venir sur des rapports qui pouvaient avoir des incidences financières directes ou indirectes sur les communes, intercommunalités ou citoyens. Nous avons donc profité de ces sessions pour essayer d'inscrire à l'ordre du jour un certain nombre de rapports structurants qui permettent de jeter les bases de véritables sauts qualitatifs d'un point de vue de nos politiques publiques. Le rapport que j'ai l'honneur de présenter devant l'Assemblée de Corse à ce moment de notre session fait partie de ces rapports structurants puisqu'il propose à l'Assemblée de Corse de valider les modalités de création et de lancement du service public de la donnée et de l'intelligence artificielle de la Corse. À mon sens, un rendez-vous extrêmement important, même si la matière peut sembler aride, technique, elle est en fait fondamentalement politique. Et d'ailleurs, la présentation de ce rapport fait aussi écho à la présentation du rapport Prospective 2050. Nous ne pourrons pas appréhender les enjeux du court, du moyen et du long terme si nous ne faisons pas de la gestion de la donnée et de notre politique numérique, incluant
les questions d'intelligence artificielle, si nous ne faisons pas donc de ce traitement de la donnée et de la politique numérique un axe fort de nos politiques publiques et de nos choix stratégiques. Alors, dire deux mots pour introduire le rapport dans le contexte global que vous connaissez. Nous devons, comme tous les territoires, comme tous les pays, comme tous les peuples, à la fin, à la fois chercher à maîtriser le plus largement possible notre destin, protéger nos citoyens, mais également saisir les opportunités d'un monde en profonde mutation, un monde qui est à la fois soumis à des crises profondes et violentes, mais également à des perspectives qui vont en s'accélérant de façon exponentielle. Dans ce monde-là, le numérique n'est plus un simple outil parmi d'autres, mais il est véritablement un instrument structurant, essentiel de la capacité individuelle et collective à agir, à innover, à construire son identité, à la défendre et à la faire rayonner. Donc le rapport d'aujourd'hui, comme je le disais, n'est pas un rapport uniquement technique, il participe d'une vision globale dans laquelle, je le redis, nous cherchons chaque fois que possible à construire les espaces de souveraineté les plus larges possibles. Souveraineté énergétique, souveraineté agricole, souveraineté dans la gestion de nos ressources stratégiques, mais également souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique, elle passe par une maîtrise, par la Corse et ses institutions, de leurs données et de l'intelligence artificielle. Alors, je rappelle quand même que depuis notre accession aux responsabilités en 2015, nous avons fait de cet objectif de construction progressive, pan par pan, plug par plug, nous avons fait cet objectif de construction de la souveraineté numérique un objectif véritablement essentiel et fondamental. Donc je me retourne également bien sûr vers l'administration, le DGA, Michel Golopacci et Éric Ferrard, qui est un peu le concepteur au plan administratif de la politique numérique de la collectivité de Corse. Je me retourne vers vous, bien sûr, pour vous exprimer, à vous et à vos équipes, ma gratitude et notre gratitude pour le travail qui a été mené. Je rappelle brièvement, nous sommes engagés pour le très haut débit, la DSP innovante que nous avons conclue, et aujourd'hui, cette infrastructure est déployée totalement. Je rappelle que nous avons un taux de couverture de notre territoire de 100%, là où la moyenne européenne est inférieure à 70% et où les îles méditerranéennes, et notamment les îles voisines comme la Sardaigne et la Sicile, sont très en deçà de ce pourcentage. Donc le très haut débit, le New Deal aussi pour faire reculer les zones grises et faire progresser la couverture en termes de téléphonie, l'espace numérique intégré pour les collèges et lycées de Corse, tous les collèges et lycées avec l'espace LEI, et l'accès au très haut débit pour l'ensemble des établissements d'enseignement, collèges et lycées de Corse, et également la politique proactive qui a été menée en matière de cybersécurité avec la création du CESIRT qui nous permet donc d'anticiper les risques de hacking et donc d'intrusion dans les différents systèmes informatiques, qu'il s'agisse de ceux des institutions ou de ceux des entreprises. Aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est d'acter un pas supplémentaire dans cette stratégie de construction de notre souveraineté numérique en jetant les bases, en créant le cadre juridique général et en vous proposant la procédure échelonnée environ sur 2 années qui doit nous permettre de créer un véritable service public territorial, service public corse, dédié à la donnée et à l'intelligence artificielle. Et là, je me retourne vers la présidente de l'Assemblée de Corse. On est au confluent de 2 enjeux. Le premier, c'est un enjeu dont vous avez souvent fait un cheval de bataille, y compris dans nos discussions avec l'État. On ne peut pas avoir des politiques publiques
innovante et efficace si on n'a pas accès à l'information stratégique. Et donc, un des enjeux fondamentaux pour la Corse, aujourd'hui, c'est de renforcer son accès et sa maîtrise de l'information stratégique dans tous les domaines. Et si nous n'avons pas cet accès à l'information stratégique et la maîtrise de l'information stratégique, nous serions un peu dans la position d'un pilote qui chercherait à guider un avion sans aucun tableau de bord et sans aucun élément pour le savoir. Donc c'est un enjeu qui est véritablement essentiel. Et deuxième notion fondamentale, c'est celle de bien commun. Et en filigrane de ce service public de la donnée, il y a le choix politique de dire que la donnée stratégique dans le domaine numérique et dans le domaine de l'intelligence artificielle est fondamentalement un bien commun et que ce bien commun n'est pas susceptible ou ne doit pas être susceptible d'une appropriation privative et qu'en même temps, sa gestion doit se faire dans le respect des principes de la démocratie numérique, c'est-à-dire notamment la confidentialité des données, la confidentialité du traitement, etc. Donc on voit qu'en fait, sous un aspect apparemment très technique, ce sont de véritables abîmes vertigineux de réflexion sur les évolutions concrètes de notre démocratie et dans notre rapport à la démocratie qui sous-tendent le rapport qui vous est présenté aujourd'hui. Nous avons donc des objectifs clairs à travers cette consécration de la donnée, de la data et de l'intelligence artificielle comme un bien commun de la Corse et des Corses, renforcer l'efficacité et la transparence de notre action publique, y compris en rendant accessibles au plus grand nombre les informations essentielles qui concernent la vie collective des Corses. Deuxièmement, accompagner et stimuler l'innovation, y compris dans le domaine économique, en offrant à l'ensemble des acteurs du territoire de l'île, aussi bien les entreprises que les chercheurs, les collectivités, les citoyens, donc stimuler l'innovation en créant en offrant aux acteurs des outils qui vont permettre de dégager une véritable plus-value. Et enfin, un enjeu, je l'ai dit, de démocratie numérique avec une dimension de protection des citoyens à travers une sorte de coffre-fort juridique et numérique qui permettra de garantir que les données stratégiques, et y compris les données stratégiques sensibles, ne peuvent pas être exploitées ou détournées par des acteurs extérieurs, et notamment des acteurs qui auraient d'autres objectifs que l'utilité publique et l'intérêt général. Donc, un objectif ou des objectifs ambitieux qui s'inscrit aussi dans la continuité des travaux qui sont menés au plan européen et au plan international pour chercher à sécuriser au plan juridique la gestion des datas et la gestion de l'outil formidable, mais également dangereux, potentiellement dangereux que représente l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'il y a une dimension éthique essentielle qui est consubstantielle aux propositions qui vous sont faites. Et je rappelle également que, mais j'y viendrai dans la présentation de la méthode, que nous avons jeté les bases d'un écosystème global qui permet d'impliquer l'ensemble des acteurs et notamment qui nous permettra de nous appuyer, y compris dans les 24 mois à venir, dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Corse et notamment le master du droit du numérique où le professeur Dudiger, en accord avec le président de l'université et l'ensemble de l'UFR Droit, s'est dit tout à fait disponible à faire travailler, y compris des étudiants dans le cadre de leur master, sur les différentes problématiques au plan juridique qui sont abordées dans le cadre du rapport. Alors, ce service public de la donnée et de l'intelligence artificielle de la Corse s'appuiera sur 5 piliers essentiels. Le premier pilier, ce sont des infrastructures souveraines. Aujourd'hui, la conservation et la gestion de nos données numériques dépendent largement d'opérateurs extérieurs. À travers la délégation de services publics que nous avons construite et que nous sommes en train d'attribuer, nous allons
construire un écosystème de haut débit et de très haut débit autonome, avec notamment un GIX local et des centres de données hébergés sur le territoire insulaire. Donc cette trajectoire-là, elle est génératrice de limitation et de notre dépendance et des vulnérabilités aux acteurs extérieurs, donc des infrastructures souveraines pour nous garantir le plus large niveau possible de maîtrise de ces données. Deuxièmement, une plateforme globale data core, c'est-à-dire un véritable guichet unique numérique, data, intelligence artificielle, qui recueillera et conservera l'ensemble des données publiques et des données d'intérêt général à partir desquelles nous pourrons développer des applications innovantes pour les croiser, les mettre en perspective, les comparer, etc. Donc, une sorte de véritable, je me tourne vers Bian qui est parti, bon, tant pis, un véritable jumeau, ah, elle est là, pardon, un véritable jumeau numérique, puisque je sais que la notion de jumeau numérique vous avez beaucoup plu dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Paoli, mais un jumeau numérique qui permettra d'avoir l'ensemble des données et de les gérer, y compris par exemple sur nos ressources en eau, sur les risques naturels, sur le réchauffement climatique ou encore dans le domaine culturel, sur notre patrimoine matériel et immatériel, linguistique, musical et autres. Troisième point, une gouvernance partagée. Et c'est là qu'il va falloir être innovant. Nous avons créé un consortium qui va travailler à la mise en œuvre de ce service public. Ce service public de la donnée ne sera pas géré par la seule collectivité de Corse. Il a vocation, y compris sous des formes juridiques, à explorer en s'appuyant notamment et principalement sur la réflexion de l'Université de Corse, un service public qui sera géré à travers une gouvernance associant bien sûr la collectivité de Corse avec un rôle central, mais également les communes, l'université, les entreprises, voire les services de l'État, tous ceux qui en Corse, en fait, soit produisent, soit utilisent des données ayant une dimension d'intérêt général, la gestion de ces données étant effectuée à travers une charte éthique commune que nous avons co-rédigée, dont nous avons posé les principes. On n'est pas dans une démarche statique, on est dans une démarche dynamique, c'est le quatrième point. Il y aura autour de ce service de la donnée toute une offre de services à travers des formations, à travers de l'accompagnement juridique, à travers des outils et des applications qui permettront à l'ensemble des acteurs de tirer le plus grand profit possible au sens utilité de la donnée, en permettant à chacun non seulement d'y accéder, mais également de l'intégrer dans sa vision stratégique. Et enfin, dernier point, une véritable animation territoriale, puisque cette plateforme a vocation, bien sûr, à être investie par les acteurs et à générer une dynamique collective avec des ateliers, des appels à projets et bien sûr des référents qui seront en charge de l'animation de cette plateforme. Alors, la charte de la donnée et de l'intelligence artificielle de la Corse, qui est proposée en annexe et qu'il vous est demandé aujourd'hui de valider, a été organisée autour de principes fondamentaux comme celui de la transparence, données publiques ouvertes par défaut, sauf exception ou restriction justifiée, souveraineté, les données auront vocation à rester en Corse et sous le contrôle des institutions de la Corse, éthique, donc c'est le guide des bonnes pratiques d'une intelligence artificielle de confiance qui fournira le socle de la garantie de l'utilisation, et enfin l'inclusion la plus large possible au fin de permettre, y compris aux structures ou institutions qui n'ont pas forcément suffisamment de moyens humains ou financiers ou techniques pour s'emparer de ces données, eh bien de participer à la dynamique globale. Et donc nous intégrerons bien sûr les petites communes, les TPE ou encore les acteurs associatifs. Comment allons-nous travailler? Et je termine. Alors, financement mobilisé, financement propre de la collectivité de Corse, fonds FEDER, fonds CPER.
une démarche qui associe d'ores et déjà plus de 50 partenaires et institutions, des expérimentations, y compris sur l'intelligence artificielle générative au sein des différents services de la collectivité de Corse. Et donc l'idée, c'est bien dans les 2 années à venir, de formaliser tout ça et de faire de la Corse un territoire pionnier qui construit sa souveraineté numérique dans le domaine de la gestion des data et de l'intelligence artificielle et qui nous permettra d'ajouter cette corde à l'arc de notre développement à la fois ouvert sur le monde et maîtrisé par rapport à nos principes fondamentaux. Ringraziabi oggi Presidente, ne profitto per ringraziare i traduttori che sono qui, di Boistamone, che fanno un bel lavoro e che sono minacciati di urte per l'IA, perché a momenti i traduttori in certe lingue non ci saranno più, perché l'IA da rimpiazzare. Ma noi abbiamo i nostri, sono qui e ne siamo contenti. Allora, ci sono non questo rapporto, altri rapporti avvisi, d'altronde mi pare tutti positivi. C'è quello di Usesec che ha messo un avviso favorevole che dice semplicemente che per la riuscita di questo progetto c'è una cultura spartuta di IAD. Ecco. Dunque, l'interesse generale. Ecco, quindi prima fare, dopo c'è l'Assemblea di Uentù che ha messo di noi un avviso positivo, un cerco, qui c'è parecchi cartolari a un ridrobio, ma di positivo, l'ho visto prima, e qui, ecco. Dunque, che è fatta e poi ci sono le nostre 2 commissioni. Abbiamo un mandato ai responsabili di commissione di darci l'avviso. Allora, c'è da una parte la commissione di finanze. Alors, la commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport avec la non-participation des groupes Sofiuno, Avancemo et Cor in Fronte. E dopo c'è quella di Azedenat. Azedenat ha detto di sì, mi pare. Azedenat ha detto che è favorevole, senza partecipazione di un socio, un'altra strada e Josefa Giacometti. E avanziamo un c'era mica. Ecco, dunque abbiamo tutti gli avvisi, dopo dice che non c'è mica democrazia in questo paese, ovvio. Per un rapporto ci sono 400 persone che lavorano, no? Ecco. Alors, nous sommes des grands démocrates, c'est très bien. Ringraziamo il Presidente a voglio passare la parola all'Assemblea. Quelli che vogliono la parola? Io, Eveline, fa popolo. Ringraziamo, signor Presidente. Ce rapport structurant, comme l'a dit notre Président, qui nous est proposé aujourd'hui, engage une vision et une méthode. Et surtout, il engage l'avenir de notre capacité collective à décider pour nous-mêmes. Nous avons fait le choix, avec la stratégie Smarties, de considérer le numérique non pas comme un simple outil de modernisation administrative, mais comme un enjeu de souveraineté au même titre que l'énergie, l'alimentation, les infrastructures de transport. La donnée est aujourd'hui au cœur de toutes les politiques publiques. Aménagement du territoire, environnement, tourisme, santé, mobilité, développement économique. En créant un service public de la donnée, nous affirmons que la donnée d'intérêt général est un bien commun et qu'elle doit être gérée, protégée et utilisée au service de l'intérêt collectif corse. Ce rapport pose également un cadre très clair concernant l'intelligence artificielle. Il ne s'agit en aucun cas de déléguer la décision publique à des algorithmes. Il ne s'agit pas non plus de substituer la machine à la responsabilité politique ou administrative. Au contraire, le texte affirme des principes forts que je tiens à rappeler. Aucune décision automatisée individuelle dans le service public, une supervision humaine systématique, une exigence de transparence et d'explicabilité,
une attention particulière portée aux impacts environnementaux et une logique de sobriété et de frugalité numérique. L'intelligence artificielle est ici conçue comme un outil d'aide à la décision, jamais comme une finalité, et elle est toujours sous contrôle humain. C'est une approche responsable, lucide et profondément respectueuse des citoyens. La réussite de ce service repose sur un élément central, la confiance. Confiance des citoyens dans l'usage de leurs données, confiance des partenaires publics et privés dans les règles du jeu, confiance des élus dans la fiabilité des outils mis à leur disposition. La charte de la donnée et de l'intelligence artificielle de la Corse, le guide des bonnes pratiques, le protocole d'échange de données et l'accord de consortium constituent un ensemble cohérent, solide juridiquement et politiquement assumé. Ils traduisent une volonté claire. Il s'agit d'ouvrir, de partager, de mutualiser, sans jamais renoncer à la protection, à la souveraineté et à l'éthique. Je veux enfin insister sur un point essentiel. Ce service public n'est pas pensé pour être un outil centralisé, éloigné des réalités locales. Il a vocation à outiller les communes, les intercommunalités, les agences, les offices, à améliorer les diagnostics territoriaux, à objectiver les choix, à mieux évaluer les politiques publiques. Pour nos territoires de montagne, pour nos communes, pour les élus de proximité, disposer de données fiables, partagées et accessibles est un enjeu majeur d'égalité et d'efficacité de l'action publique. En approuvant ce rapport, nous ne créons pas simplement un nouveau dispositif. Nous posons une pierre supplémentaire dans la construction d'une Corse capable de maîtriser son destin numérique, de protéger ses données, de valoriser ses spécificités, y compris linguistiques et culturelles, en innovant sans renoncer à ses valeurs. Ce rapport nous engage à faire un choix de responsabilité, de souveraineté, faire un choix d'avenir. Allora noi divano un pilastro di democrazia moderna in Corsica. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Qual è chi vuole intervenire di no? No, più nimo. Allez, Romain Colonne. Non, simplement pour dire, Madame la Présidente, je crois que là, on a un rapport qui fait la jonction parfaite avec Corsica Prospettive. Alors, j'anticipe peut-être un petit peu sur un commentaire que vous alliez faire. Je m'en excuse si c'est le cas, mais dans les perspectives, la prospective que vous avez menée, la souveraineté numérique, et on l'a déjà dit, est au cœur de nos préoccupations et au cœur des enjeux pour la Corse de 2050, dans le cadre de votre rapport. Et là où on peut se féliciter, je dis sans flagornerie, c'est que l'exécutif sur ce dossier-là, en particulier sur l'écosystème du numérique, est parfaitement au point, anticipe et non pas pose les jalons, parce qu'on n'est plus au stade de poser les jalons là dans le cadre de la politique du numérique qui est menée depuis plusieurs années par l'exécutif, mais on est vraiment dans la construction, la consolidation, le développement d'une politique au service des Corses qui met en avant des notions qui sont fondamentales, je risque de me répéter, mais le service public, la maîtrise de la donnée, la souveraineté numérique qui sera un enjeu fondamental pour un territoire qui plus est insulaire, enjeu fondamental pour la Corse, et je crois que notre collectivité, depuis plusieurs années maintenant, particulièrement depuis quelques mois et aujourd'hui à travers ce rapport, à mettre en perspective avec les travaux précédents que nous avons eu à commenter, se dote de tous les instruments nécessaires pour affronter plus tranquillement et plus sereinement l'avenir. Merci. Oui, d'autres interventions? Non, alors effectivement, il y avait un argument que vous avez devancé, que je souhaitais présenter. Effectivement, ce rapport est totalement congruent, tant dans la forme que dans le fond, avec celui que j'ai présenté tout à l'heure, sur la matière que nous avons présentée préalablement. C'est aussi la preuve que nous pouvons tout à fait articuler et les décisions de court terme avec le moyen et les préoccupations de long terme. Aujourd'hui, sur l'IA, à laquelle nous avions consacré d'ailleurs une conférence volontairement, non seulement avec des
spécialistes scientifiques, mais aussi, puisqu'était présent un chercheur de méta, mais aussi avec des socioprofessionnels, utilisateurs de l'IA, des Corses, utilisateurs de l'IA. Nous avions pu toucher du doigt l'ensemble des enjeux associés à sa diffusion et à son utilisation. Aujourd'hui, nous connaissons les risques, mais aussi, qui sont des fois un peu surestimés, surjoués aussi, certainement, mais nous connaissons aussi toute la potentialité de l'IA en termes économiques, à la fois pour améliorer les process d'organisation, ses résultats aussi en termes d'augmentation de productivité et leur caractère pleinement opérationnel dans des industries telles que les industries créatives, dont elles constituent la matière première. Je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, une entreprise, je lui fais volontiers de la publicité, comme Armada, je passe sous le contrôle d'Hugo, donc Jérôme Battisté, aujourd'hui, qui a travaillé sur les effets spéciaux du film The Substance, je ne sais pas si vous l'avez vu, à voir. Eh bien, c'est un jeune Corse qui a fait les effets spéciaux. Et c'est pas rien en termes d'effets spéciaux quand même, c'est quand même assez phénoménal. Donc c'est un jeune Corse qui travaille ici, qui travaille sur le continent, mais qui exporte. Et je dirais que c'est le type d'activité qui n'est pas soumise au surcoût de transport. Donc là, on est dans de l'économie immatérielle, footloose, voilà, non ancrée dans la terre et soumise aux aléas des transports, pas du tout. C'est délocalisable, relocalisable, et ça crée de la productivité, une économie, et très certainement que dans le scénario 3 d'ailleurs, et le 4, c'est ce type d'économie qui nous intéresse. Il en demeure pas moins, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous qu'il convient, compte tenu de la sensibilité des données et des milliards de données qui sont traitées, que nous ayons en la matière une politique publique affirmée, et c'est ce que vous faites, et c'est ce que vous nous proposez, parce qu'il en va, bien évidemment, non seulement de la protection, mais aussi des principes tout simplement démocratiques auxquels nous tenons fortement. Donc, merci pour ce rapport. Je vous repasse la parole. Ajouter, merci, Madame la Présidente. Bien, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour, donc le rapport est adopté à l'unanimité. Et j'ai omis de féliciter les services, bien sûr, et M. Ferrari en particulier, pour ne pas le nommer, pour lequel on va créer des jumeaux et même des triplés numériques. Voilà. Je précise qu'on peut faire des jumeaux numériques de territoire. J'ai assisté à un colloque il y a 15 jours. On a présenté Corsica Prospective, on nous a proposé un jumeau numérique de la Corse. Donc, ça serait bien qu'on y réfléchisse. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, Monsieur le Président, rapport suivant. Chioraso. Non, Moudin, Poudon à peine, Travaillez ma peine. Ça va ça. Le compte-rendu des délégations d'attribution consenties au CE. Alors, o resoconto di delegazione d'attribuzione ao Consiglio Esecutivo e ao Presidente per il primo semestre 2025. Avete la parola. Di un rapporto DEGE, numero EGE. Donc, c'est une formalité obligatoire puisque une délégation a été consentie en début de mandature au Conseil exécutif et au président du Conseil exécutif pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositions, sous réserve bien sûr d'en informer l'Assemblée de Corse et de lui demander d'acter la mise en œuvre de ces délégations d'attribution. Donc je vous renvoie respectueusement au rapport qui est annexé au rapport général, avec notamment la liste de l'ensemble des décisions
qui ont été prises en application des délégations qui ont été consenties par l'Assemblée de Corse. Je rappelle simplement pour les élus, mais aussi pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ces rapports sont en accès libre sur le site de la collectivité de Corse et que notamment ils permettent d'avoir le détail de l'ensemble des subventions qui sont mises en œuvre et attribuées par la collectivité de Corse, donc individualisées par le conseil exécutif en application d'un règlement ou deux règlements au pluriel qui régissent l'attribution de ces subventions sous le contrôle, bien sûr, de l'Assemblée de Corse. Ringraziarvi, Ojo Presidente. Allora, colleghi volete uso barre non tasto resugonto, chi di un'azione d'orna democratica, Nimu? No. Vi ringraziamo, non c'è mica odio perché chi dia un'informazione, dia un resoconto, une prise d'acte. Il y a une prise d'acte. Vous n'êtes pas d'accord? Non, bien sûr, moi j'ai bien compris. Je vois que le président est un peu surpris ou... Non? Non, bon, d'accord. Donc, c'est une erreur de ma part, je vois mal. Donc, non, pas de surprise. Donc, c'est un compte-rendu. Donc, c'est une prise d'acte. Nous prenons acte, Monsieur le Président, de votre compte-rendu. Ringraziarvi. Allora, dopo. Je propose, puisqu'on a encore un peu de temps, c'est un rapport important, mais je pense qu'il ne pose pas de problème de principe, c'est la demande d'adaptation réglementaire relative à la composition du comité pour l'emploi de Corse. Alors, allora dire Udigenoe domanda da datazione regolamentaria relativa alla composizione di un comitato per l'impiego di una domanda che c'è stata fatta ma di una domanda urgente, dunque c'è un voto prima non l'urgenza, scusate, d'accordo? Allora budemo l'urgenza, qual è chi è contro? Si dice contro l'urgenza, che voi non siete che per un lungo andare, mica urgenza. Allora, contro l'urgenza, Nimone è contro. Vabbè, allez, au bout de ça alors. Un rapport important sur le plan des principes. Le principe, c'est celui de la prise en compte de la représentativité du STC, syndicat des travailleurs ruraux, c'est dans l'ensemble des instances, de façon générale et générique, mais pour cette question précise et ce rapport précis, c'est pour qu'il soit autorisé à siéger le STC au sein du comité pour l'emploi de Corse. Je rappelle simplement que les comités pour l'emploi sont des instances territoriales destinées à coordonner les politiques publiques de l'emploi et à renforcer la concertation entre l'État, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux. Donc ces comités pour l'emploi ont été créés par la loi du 18 décembre 2023. Et puis ensuite, la loi ayant posé le principe, un décret du 18 juin 2024 est venu préciser la composition du comité pour l'emploi de Corse. Ce comité pour l'emploi étant placé sous la présidence conjointe du préfet de Corse et du président du conseil exécutif de Corse. Donc, rapidement, rappelez que dans ce comité pour l'emploi, il y a 14 représentants de l'État, le préfet, les différentes administrations et services de l'État, 14 représentants des collectivités territoriales, notamment la collectivité de Corse, les communes et regroupements, et 8 représentants des partenaires sociaux ainsi que des personnalités qualifiées. Le problème est le suivant, c'est que le décret qui a fixé la composition du comité pour l'emploi de Corse
a repris les dispositions générales des textes régissant la matière, prévoyant que la représentation des organisations syndicales des salariés au sein des CPE est réservée aux organisations reconnues représentatives au niveau français et interprofessionnel. Et dès lors qu'on se met pour analyser la représentativité à l'échelle de la France tout entière, le STC, qui est la première organisation syndicale en Corse, n'est bien sûr pas représentatif au plan français et donc est exclu de la représentation. Alors, lorsque je me suis aperçu du texte de ce décret, j'ai aussitôt saisi le préfet de Corse, les préfets de Corse successives, les 15 avril 2025, les 25 juillet 2025 et encore tout récemment avant la tenue du premier CPE de Corse, en disant tout simplement, je pense que nous en sommes tous d'accord, que cette façon d'exclure le STC, qui est la première organisation syndicale de l'île, ne peut pas nous satisfaire. On ne peut pas imaginer une instance qui doit réfléchir à la lutte contre le chômage et à l'articulation entre les différents partenaires en impliquant les syndicats, et une instance qui exclut le principal syndicat de Corse. Donc, le préfet de Corse, M. Filippini d'abord et M. Jalot ensuite, que j'avais saisi, m'avait répondu ça pose un problème, effectivement, on va regarder comment on peut essayer de ne pas mettre en œuvre ce texte. Et puis, à la veille du comité pour l'emploi, le préfet m'a dit, écoutez, moi, j'ai pas de solution, aujourd'hui, on est bloqué. Donc, le comité pour l'emploi, il s'est tenu la semaine dernière. J'étais en train de faire remarquer, comme j'en avais prévenu le préfet, aux membres du comité pour l'emploi que la situation était anormale et qu'on ne s'en accommodait pas. C'est le moment où le STC a choisi d'intervenir de façon très respectueuse au plan formel, mais une intervention symbolique. Un certain nombre de responsables du STC, dont le secrétaire national, qui ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça devait siéger sans eux. L'accord s'est fait pour constater que la situation était anormale. Le préfet leur a proposé, et la proposition a été acceptée, qu'ils puissent siéger en tant que personnalité qualifiée, mais sans voix délibérative. Donc ça ne peut être qu'une solution de transition. La seule solution qui est satisfaisante, et le comité pour l'emploi en a convenu à l'unanimité, eh bien, c'est que l'on modifie le décret et que l'on prévoit que parmi les organisations syndicales qui siégeront, eh bien, on va prendre en compte une représentativité à l'échelle de la Corse et pas à l'échelle de la France tout entière. Donc c'est au visa de l'urgence pour que le prochain comité pour l'emploi puisse siéger dans une composition intégrant pleinement le STC, que l'Assemblée de Corse est saisie aujourd'hui. Alors, pour demander la modification du décret, bien sûr, mais dans l'article 2 de la délibération, au-delà de ce décret, il y a bien sûr l'affirmation de principe qui consiste à demander que cette adaptation soit étendue à l'ensemble des instances dans lesquelles les organisations syndicales sont représentées. Et donc, même si c'est un moment tardif de la session d'aujourd'hui, même si c'est sur une instance qui vient d'être créée et dans laquelle il y a un accord de principe, je crois que c'est important que l'Assemblée de Corse statue sur la demande de modification réglementaire, que nous puissions la transmettre aussitôt, et ça sera aussi une façon de juger de la volonté du gouvernement, puisqu'il s'agit simplement de modifier un décret, de la volonté du gouvernement de faire que le droit prenne en compte la réalité sociale et démocratique. Intesa, vi ringraziamo. Qual è chi voleva una domanda? Nadine Nivagioni. No, mica una domanda, due parole. Ci rallegremo anche di sabrubosta i degredo. Di sicuro ero presente l'altro giorno quando il brevetto si è mostrato aperto, di aperto, a Nanta Piazza, ma si vuoi che da poi da anni o STC di fronte a sempre gli stesso pensiero per via della sua rappresentazione nazionale francese, di Geraglio, e è sempre un combatto. E che, bon,
alors qu'à 30 anni non si capisce mica sempre. Dunque ci rallegremo di sa proposta di sicuro. Ecco. Ringraziabi. Allora, Emauda sta domanda, se voi siete d'accordo, qual è chi è contro, qual è con bodemica, astensione, qual è chi vota pro? Tutto il mondo vota pro, dunque è adottata all'unanimità. Ecco, allora, ramintade wiki domani mattina mi dico beh sulle esecutivo, domani mattina c'è un rapporto non tai trasporti, di Jean-Félix Acquaviva. Dunque, e c'è a lingua domani mattina. Prima la lingua, domani mattina. Come volete, di poi... Allora, d'accordo. Dunque, cosa volete passare torna a Garchisia, Cartulare? Per conto nostro no, perché c'è una domanda di modificazione ed adattazione regolamentaria, ma tocca l'energia e... Giulio Giulia. Il presidente di la UE. Di un avviso, non è un progetto, ma di un punto tecnico importante, sarebbe meglio che lo potessi presentare Giuliano Paolini domani. Vabbè. Potremmo passare a Vacciueio di un rapporto di presidenza dell'Assemblea, a modificazione di rappresentanti dell'Assemblea in vari organismi. Se voi siete d'accordo, così è fatta. Allora, un mandato appena d'attenzione e in particolare a tutti, ma in particolare al gruppo Fa Popolo, perché i cambiamenti sono vostri. In seguito di ademissione dall'ex Vinciguerra, dunque ci sono i cambi d'avant. Alors, syndicat mixte du parc naturel régional, en remplacement d'Alex Vinciguerra. Il y aurait Dani Antonini. Poi muoviamo un bodo gruppado. Pour la commission locale de l'eau, du Sage, des bassins versants de la Gravonne, du Prunet et des golfes d'Ajaccio et de Lava, Alex Vinciguerra serait remplacé par Marie-Hélène Casanova-Servas. Ce sont des titulaires là. Pour le Conseil des sites, tronc commun aux formations de la nature, des paysages, des sites, du patrimoine, de l'architecture et des carrières. En remplacement donc d'Alex Vinciguerra, il y aurait comme suppléant François Sourbe. Pour ce qui est du Conseil des sites, formation, patrimoine, architecture, en remplacement d'Alex Vinciguerra, Donjo Luccioni. Pour le CREF... Pardon ? Non, mais on est chez les suppléants là. Il n'y avait qu'un suppléant à changer. Paola Mosca ne bougera pas. Non, il doit y avoir un autre titulaire que je ne coûte. Alex Vinciguerra était suppléant. Et donc, le nouveau suppléant est Don Joseph Luccioni. La titulaire doit être Paola, je pense. Voilà. Merci. Concernant le CREFOP, Alex Vinciguerra en titulaire sera remplacé par Joseph Savelli. Cachez votre joie. Pour le CREFOP bureau, pour le bureau, Alex Vinciguerra sera de nouveau remplacé par Joseph Savelli. Pour le CNFP, oui, Alex Vinciguerra sera remplacé par Tony Peraldi.
Pour le comité d'évaluation des politiques publiques, Alex Vinciguer sera remplacé par Tony Peraldi, mais c'est une suppléance. Pour le bureau du comité d'évaluation des politiques publiques, la même chose. Pour le conseil de l'aménagement de l'urbanisme de Corse, Alex Vinciguer serait remplacé par Donjo Luccioni. Et alors là, Charlotte Terrighi, là c'est une nomination alors. Ça, c'est les mouvements d'Onaltra Strada. Charlotte Terrighi devient titulaire et Pierre Chonga devient son suppléant. C'est tout. Alors, il y a un amendement pour FAPOB. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, c'est la proposition. Il y a un amendement de FAPOB au Conseil de l'aménagement et de l'urbanisme de Corse, le CAUC. Où est-il? Oui. Le CAUC, au sein du Conseil, alors il y a un autre changement que je n'avais pas, qu'on va rajouter. On a Jean-Paul Panzani qui va être remplacé par... Non, c'est pas ça. Non, non. Non, non, c'est bon, c'est après le CAUC, pardon. Au sein du Conseil d'administration de l'Office de l'environnement de la Corse, on a Jean-Paul Panzani qui va être remplacé par Antonia Lucciani. C'est bon? C'est bon. Au sein du conseil d'administration de l'AUE, c'est Paola Mosca qui va être remplacée par Tony Peraldi. Enfin, sur le papier, il y a écrit Antoine. Au sein du conseil de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, donc l'ENSPE, relié à l'université, Paola Mosca va être remplacée par Elisa Tramoni. On est bon? C'est bon? Madame la Présidente, non, on a juste un petit souci. Je laisse Joseph Saville formuler la requête. La responsabilité de la requête. Non, sur le CREFOP, il y a une erreur, d'où ma surprise. C'est Muriel Lefagni qui est titulaire. Nous, ce n'est pas ce que nous avons, mais ce n'est pas grave. Mais... Alors, sur le CREFOP, le bureau, la participation au comité et au bureau. C'est ça, les deux. Les deux. J'avais bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Eh oui. Mon étonnement n'était pas lié à ma fatigue. Hein. Je n'en doute pas, mais à votre surprise. Donc, Fanny, Muriel, très bien. Bon. Donc, par ailleurs, nous avons eu une demande de l'université. Il y a une demande de l'université qui nous a saisi le 15 janvier 2026 aux fins de communiquer les noms et les coordonnées des représentants de la collectivité pour siéger au conseil de l'Institut des entreprises de Corse, donc l'IAE. Voilà. Donc, les représentants étaient Nadine Univa-John et Sandra Marquette en tant que suppléantes. Et nous souhaiterions conserver, c'est ce qui est proposé. Voilà, elles y étaient pour cette mandature, donc l'idée c'est de conserver ces représentants. D'accord? Représentantes. Bien. Excusez-moi, je ne maîtrisais pas parfaitement parce que je pensais que ça passerait demain. Donc voilà, c'est bien, donc c'est fait. Donc je soumets à votre approbation ces propositions de représentation de notre institution dans d'autres instances. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Cela est adopté à l'unanimité. Bien, donc je pense que nous en avons terminé pour ce soir. Je récapitule en quelques mots. Demain, vous me dites ce qu'il en est. Je demande au service de suivre. Demain matin, nous commencerons avec les conclusions de l'audit des comptes sur la délégation de services publics maritimes. Non, il y a des transports. Je lui ai posé la question. Bon, alors, nous ne parlons plus la même langue. Donc, nous commençons par la langue. Romain Colonne, vous êtes d'accord? Demain matin, on commence sur la langue. Moi, j'ai entendu 2 fois les transports, mais c'est pas grave. Madame la Présidente, ça dépend de l'heure. Non, je rigole, je vais un peu... Early in the morning, very early. Alors,
demain matin, 9h30. Ah ben quand même, oui, mais attendez, elle est à 8h30. Si elle est à 9h, non, alors. Hein. Oui, mais ça, il va falloir qu'on en discute, hein, parce que c'est pas possible à chaque fois. Parce que la MAF, ça va aller à 11h tous les vendredis matins, hein, je vous le dis. Hein. Sinon plus, hein, moi je veux bien. Hein, enfin, la réunion sur la commission ad hoc, la commission de lutte contre les dérives mafieuses. Hein. Ça va être compliqué, hein. On peut pas sanctuariser une matinée entière sur ces questions-là. On en reparlera. Donc, 10h, l'Assemblée de Corse, 10h, avec la langue d'abord, ensuite les transports, le projet de territoire pour la gestion de l'eau du Cabigors, à mon avis, on va passer à l'après-midi, et puis ensuite la gouvernance territoriale de l'eau, et enfin l'énergie, et 2 motions. Voilà, merci. À bon Azer.